Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page, qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. En compagnie de l'ami Corentin, nous allons revenir sur ce qui fait le sel de l'actualité de la bande dessinée américaine et pas que, et de ce qui est transposé ensuite sur les écrans. Ceci est la deuxième émission consacrée à l'actualité du mois de janvier 2024, et on en profite pour remercier notre sponsor sur ces émissions, Pulps, la boutique Pulps Comics, deux anciennes qui sont situées en France. Il y en a une à Paris, une à Bordeaux, et surtout il y a un site internet pulps.fr sur lequel vous pouvez aller regarder tout leur catalogue. Il y a de la VF, mais surtout il y a beaucoup de VO, et on vous rappelle d'ailleurs qu'on a un focus pour le mois de janvier sur 3 titres qui sont disponibles à prix de lancement en janvier 2024. Il s'agit de Ultimate X-Men 1, Batman Dark Age 1 et Man's Best 1. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, écoutez simplement le Focus Pulps dans le front page, le premier front page de janvier 2024. Attention, les précommandes se terminent au 23 janvier, à l'heure où on met ce podcast en ligne. Corentin, tu vas bien ? Oui, ça va et toi ? Eh bien, ça va très bien. C'est super. Eh ben, c'est tant mieux. On vous rappelle également que le podcast ne peut vivre de façon pérenne que sans votre soutien de multiples façons. Donc, vous pouvez partager les podcasts si vous avez apprécié les émissions que l'on enregistre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez mettre des petits commentaires et des notes, et de préférence des bonnes notes sur les plateformes d'écoute. Et bien entendu, il y a aussi la solution du Tipeee. Et on en profite pour remercier les 140 tipeurs actuels qui nous permettent de voir l'avenir sur le long terme, et notamment Nico et d'Argencourt qui nous ont rejoint il n'y a pas longtemps. Merci à vous de votre don. Merci. Et on va commencer tout de suite, Corentin, avec la partie comics. Alors, avant toute chose, il y a un truc que j'aime bien faire en début de podcast, c'est faire un petit peu le point sur les campagnes Ulule qu'il y a en ce moment. Alors, il y a 2 projets qu'on a envie de mettre en avant en ce début d'année. C'était une semaine très chargée quand on enregistre, parce qu'il y a eu énormément de sorties importantes du point de vue des comics, mais aussi plusieurs projets importants à différents égards qui sont lancés. Forcément, on ne sait plus où donner de la tête et où donner nos sous, mais ça dure jusqu'à la fin du mois à chaque fois, enfin jusqu'à début février dans les 2 cas. Donc peut-être attendre la paye de la fin du mois si jamais c'est plus compliqué pour vous. Et en plus, pour ceux qui vont FIBD, là c'est encore pire, parce que il y a des BD partout, là elles t'agressent comme ça partout. Et voilà, ils font achète-moi, fais-moi dédicacer, je veux être dans ta bibliothèque. Oui, c'est ça, celle dont tu n'as plus aucune place. C'est vraiment terrible. Tu passes chez Ikea et voilà. Et vrai qu'effectivement, oui, mais après, tu peux passer chez Ikea, s'il n'y a pas de place dans ton appart ou dans ta maison, il n'y a pas de place, hein. Tu vas pas. Je suis le concessionnaire. Tu fais, chérie, j'ai diminué notre lit pour mettre une bibliothèque à la place. Ah, formidable. Ça va. J'adore les BD. Exactement. Je suis heureux de t'avoir épousé. C'est vraiment zéro situation comme ça dans la vraie vie. Donc, du côté des campagnes de financement participatif, merci. Il y a d'abord le projet Anamnèse. C'est écrit et illustré par un dessinateur brésilien qui s'appelle Thiago Souto, et c'est un bouquin qui nous est proposé par les amis et collègues de chez Bubble Edition. Donc Bubble Edition qui ont ramené The Thorogood avec Dans les yeux de Billy Scott, à qui on doit aussi Mundir de Johan Cavege, et d'ailleurs dans le prochain de Johan sera aussi édité chez eux. On vous en reparlera forcément d'ici quelques temps. Ils ont également fait Demain la rage de Nicolas Bazin. Bref, si vous avez vu ces 3 albums, vous voyez qu'à chaque fois ce sont des jeunes auteurs peu publiés auparavant, mais avec un très fort potentiel sur leur dessin. Donc je vous invite vraiment à regarder ce projet. Alors qu'il parle, grosso modo, c'est un garçon malade qui est atteint d'une maladie, qui va se retrouver en fait dans une forme de monde de fantaisie assez imaginaire, avec tout ce que ça implique de créatures colorées et de dangers. Comme Joe l'aventure intérieure. Peut-être, mais je ne l'ai pas lu, parce que pour le coup, je l'avais déjà dit sur les réseaux, mais vraiment, j'arrive pas à suivre forcément tout ce que mes collègues font. Donc là-dessus, c'est totale confiance à l'aveugle un peu sur les choix de Thomas et Nicolas de Bubble sur ce titre. Mais clairement, par contre, j'ai pu feuilleter comme tout le monde l'album, regarder les visuels sur la page de Ulule, et c'est ce que j'avais aussi dit. En fait, pour moi, il y a une vibe vraiment du côté de Coda, vraiment dans le registre de la fantasy, quelque chose d'assez frappant là-dedans. Mais même dans le dessin, je trouve que on est
Alors c'est pas non plus du James Tocco dans la profusion de détails, mais je trouve franchement qu'on s'en rapproche pas loin. Et voilà, il y a un imaginaire en tout cas qui me fait plaisir. En tout cas, c'est clairement de la BD de genre et notamment à l'approche du FIBD ou même j'ai fait un séminaire il y a pas si longtemps de présentation de nouveautés de plusieurs éditeurs où vraiment on n'était que dans la BD dans la BD du réel, maintenant ils appellent ça, que je trouve, enfin c'est très bien, tu vois, ça doit plaire à des gens et il y a pas de problème, mais je trouve ça tellement chiant en ce qui me concerne. Moi ce que je veux c'est, mais non, mais moi je veux la fantasy, de la SF, voilà, des moi, super je veux les vaisseaux, héros, ils font piou-piou et les grosses épées, j'aime bien ça. Moi. Mais non, mais tu peux parler du réel avec des dragons, c'est ça qui est bien, tu vois, c'est ça qui est génial. Tout à fait. Donc voilà. Mais bref, ça c'est sans ce moment, ça a financé. Alors bon, à l'heure où on enregistre, ça a atteint le premier objectif, mais voilà, le but c'est d'aller au plus haut possible, notamment pour pouvoir rendre l'album plus beau. Donc on vous met le lien dans la description. Et il y a une autre campagne également dont je voulais vous parler. C'est un projet alors qui pour le coup là est en train de complètement exploser. Ils ont pas besoin de notre aide du tout, mais il faut quand même le placer parce que la personne impliquée en question, c'est un copain de longue date, en tout cas un artiste qu'on suit depuis vraiment pas mal de temps. Paul Renaud, tu connais, je crois, Corentin, quand même, qui fait du photonique. Mais je l'ai jamais rencontré, moi, Paul Renaud. C'est vrai? Ouais. Ah mince. Je le connais de réputation. Eh ben, j'ai lu ses BD aussi. Oui, c'est déjà bien. Il faut bien commencer par. Après, faudra voir la prochaine fois qu'il passe sur Paris ou à Angoulême, si il sera là aussi. Donc, d'ailleurs, il y a un point Angoulême juste après à faire. Mais donc, Photonique, qu'est-ce que c'est? Donc, une série de super-héros imaginée par Siro Tota dans les années 80. C'était publié aux éditions Lug, dans la revue Spidey, notamment. Et vraiment, c'est d'ailleurs un truc que lui-même a partagé, c'est que les gens de Marvel actuellement voient les vieilles couvertures des éditions Strange, et notamment sur Spidey où tu vois les héros Marvel plus la tête de Photonique, chose que Paul m'a confirmé qui serait absolument impensable aujourd'hui. Vraiment, il dirait non, tout simplement. Et il y a des trucs qui pouvaient se passer, effectivement, il y a quelques dizaines d'années, qui étaient plutôt cool. Donc bref, l'homme lumière, c'est comme ça qu'on l'appelle. Paul Renaud avait déjà fait en fait une histoire de Photonique l'an dernier dont on vous avait sûrement parlé aux éditions Black and White pour un projet qui s'appelle All Star Photonique, qui est vraiment un projet assez classique de reprise d'un personnage et de son univers par d'autres auteurs. Donc Paul, en fait, il avait fait une série, un numéro qui s'appelle les soldats de l'Apocalypse, qui est en fait une forme d'épilogue à une histoire qu'il a marquée à l'époque où Photonique était public, qui s'appelle Les Enfants de l'Apocalypse. Et de quoi ça parle en fait? C'est deux enfants qui s'échappent d'un centre, apparemment on expérimente dessus, qui sont dotés de pouvoirs. Donc Photonique essaye de les sauver avec le concours de l'armée, sauf que en gros les enfants sont embrigadés par un mafieux qui veut les utiliser pour foutre le bordel. Donc des rixes, des aventures et tout ça. Et la fin est assez marquante parce qu'en fait, l'armée récupère les gamins et explique à Photonique, enfin, je sais pas s'il leur explique ou si on l'apprend à l'acteur, mais en gros, c'est un projet d'armes vivantes et il les embarque et en fait, ça se finit comme ça. Photonique, en fait, se fait endormir par l'armée. Il se réveille et il est là, il fait merde, j'ai pas réussi à les sauver. L'optimisme à la française. Ouais, c'est ça, je les ai sauvés, mais en fait, je les ai pas sauvés et c'est quelque chose d'assez amer qui a beaucoup marqué Paul. Et donc, en fait, il a décidé avec donc son histoire l'an dernier de faire une forme d'épilogue là-dessus pour aller explorer en fait le futur de ces deux enfants qu'on n'a jamais revus, les alphas. Et donc là, il fait une série en 3 tomes qui s'appellera donc Le règne de la lumière et qui va vraiment reprendre aussi ces personnages. C'est en totale continuité. Paul a eu l'accord et la bénédiction de Siro Tota pour faire vraiment une suite en fait à la série originale. Donc techniquement, il y aura un bond de 5 ans dans le futur. Et ça va reprendre pas mal de personnages que tout le monde que les lecteurs de l'époque ont pu connaître, tout en incluant de nouveaux. Et on voit sur les planches qui sont présentées dans la page Ulule, en fait, les designs des personnages et notamment de Jan et Jack qui sont maintenant les ados de l'Apocalypse, plus les enfants puisqu'ils ont un petit peu grandi, et notamment aussi le super vilain Omega, dont on imagine qu'il fera partie du projet comme les alphas du projet d'armes vivantes du gouvernement américain. Et très hâte de voir ça. Donc là, pareil, la campagne elle a complètement explosé, mais le but c'est toujours d'aller plus haut, comme le disait Tina Arena. Exactement. T'as vu la ref? Et surtout pour la caution de moi j'ai pas lu Photonique quand j'étais gamin parce que j'étais t'étais pas né voilà. Quand c'est sorti. Donc mes parents, j'avais lu le roster Photonique et c'est vrai que avec il y a une page de résumé un peu de l'épisode original. Alors j'ai lu l'épisode original aussi parce que je fais mes recherches quand même. Mais en gros, c'est quand même très très accessible pour des gens qui ont notre âge et qui ont jamais connu, qui veulent s'y intéresser, puisque l'avantage c'est que franchement Photonique de l'époque c'était
très bien fait dans les codes de narration et de dessin de l'époque. Je trouve que ça se lit encore très bien, comme les comics des années 80 se lisent toujours très bien, je trouve. Mais c'est vrai que avec Paul, il y a son dessin, sa maîtrise du découpage moderne en fait, de cette façon de raconter les histoires aujourd'hui, et ça donne quelque chose de très moderne avec un personnage plus ou moins rétro. Donc vraiment très très hâte de lire ça. J'ai une question. Oui. Il y a une spécificité française dans le personnage de Photonic ou c'est vraiment juste du French Comics? Genre, est-ce que c'est vraiment de l'imitation des codes américains ou est-ce qu'il y a une sensibilité particulière qui serait identifiée comme locale pour nous? Tu vois, genre ce côté pessimiste, par exemple, c'est pas un truc qui se voit souvent aux États-Unis. Je pourrais te répondre très sincèrement si j'avais lu toute la série. Moi, j'ai lu du coup que le récit initial des Enfants de l'Apocalypse. J'ai demandé à Black and White de m'envoyer une copie numérique de la première série. Non, il est d'accord, mais sauf que ça fait 1000 pages. Ah oui, c'est une série, c'est quand même une série. Ça a duré longtemps quand même. Ah oui, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que ça a marqué beaucoup les lecteurs de l'époque et que en plus, et c'est pour ça aussi que la campagne fonctionne. Parce que bon, c'est vrai qu'en termes de contribution, on est sur là, à l'heure où on enregistre le podcast, il y a marqué 297 contributions, donc c'est un peu moins de 300 lecteurs, donc c'est sûr que c'est pas un nombre monstrueux, mais ça pourrait être moins encore, parce que justement, c'est quand même un truc qui a bientôt 40 ans, qui a 40 ans. Donc après, il y a aussi des fans français, modernes de Paul Renaud. Hein. Oui, et puis bon, et le projet est fait de toute façon, parce qu'il y a Fair Square Comics, la maison d'édition de Fabrice Sapolsky, qui est en train d'éditer les Photoniques aux États-Unis, donc aussi un potentiel pour faire découvrir le personnage au lectorat américain. Et je pense que il y a un réel intérêt en fait, de toute façon, parce que en termes graphiques et en termes narratifs, ça n'a rien à envier c'est sûr. aux comics de super-héros de Marvel et DC Comics. Et si quelqu'un m'écoute, on veut bien aussi un reboot du Nick Talop par Olivier Coipel. Voilà. Nick Talop qui est le grand-père de Batman, puisqu'il a inspiré le Shadow qui a inspiré Batman. C'est vrai. Et le Nick Talop, il a inventé les super-héros, donc c'est de chez nous aussi. Tout à fait. La brigade. Pense à Rachida Dati. La brigade chimérique, toujours. Si ça pouvait être une série au long cours. Mais oui. Bon, après, c'est très bien comme ça aussi. Non, mais l'œuvre, elle est déjà excellente. Je trouve que même la séquelle, la suite. Séquelle. Ouais. La suite était aussi super quali, mais c'est vrai que c'est vrai que ces personnages-là de littérature, qui en plus, j'imagine, sont dans le domaine public. Oh, peut-être pas tous. Si. Le Nick Talop, si. Nick Talop, probablement, oui. ouais. Je me dis que ça pourrait faire plein de super trucs, mais je me demande s'il n'y a pas des choses qui sont peut-être chez Néophélis avec ces vieux personnages. Parce que je sais qu'ils font ils ont fait des comics chez Néophélis, de Centaur Comics, un projet qui s'appelle Centaur Comics, qui reprend donc des personnages qui sont maintenant libres de droit. Et ils leur font vivre justement des aventures actuelles, quoi. Donc je me dis que ça pourrait être faisable. Mais donc voilà, d'un côté Anamnèse, de l'autre Photonic, le Reine de la Lumière. Si vous pouvez soutenir, c'est cool. Sinon, juste partagez, faites découvrir ces projets, parce que les deux, alors pas les mêmes lectorats forcément, parce que les albums Photonic, vu que c'est quand même un truc assez niche et tout, c'est un certain budget effectivement. Parce que pour les 3 albums, c'est 335 € quand même, donc faut les avoir, c'est évident. Et Black and White le sait très bien aussi. Après, c'est parce que la somme permet aussi de faire en sorte que Paul dessine Photonic pendant 1 an complet sans avoir besoin de faire de couverture chez Marvel ou quoi que ce soit d'autre. Donc c'est forcément, faut bien l'avoir ça en tête. À côté, Anamnèse, c'est 20 € et quelques pour un album de 200 pages et tout ça, beaucoup plus accessible. Un jeune auteur qui se lance aussi et qu'il faut soutenir et qu'il faut faire découvrir en France. Et vraiment, je vous invite à regarder les visuels. Je pense que si vous nous écoutez et que vous appréciez en général nos goûts, il y a quelque chose que vous allez forcément, qui va forcément vous plaire dans les pages mises en ligne. Ça fait. Et voilà. T'as vu ce. Dis donc, il y a le. Ça carbure, ça carbure. Pourtant, il est malade, hein, alors, quand même. Moi? Tu toussais tout à l'heure. Vite fait, non. T'as eu des glaires horribles. C'était dégueulasse à écouter. Ça, c'est pas vrai. Faut qu'Arnaud vous raconte sa partie de jeu de rôle récemment. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, on va plutôt juste faire un dernier point, ultime point avant le FIBD, puisque le FIBD, c'est dans une semaine, moins d'une semaine d'ailleurs, à l'heure où on enregistre ce podcast, avec dernière salve d'invités qui ont été annoncé. Donc d'un côté il y a Bliss Édition qui sera là avec Thomas Giorello, et ça fait vraiment très très plaisir de retrouver Thomas Giorello qu'on avait reçu sur Comics Blog en 2019 je crois, quand il faisait le X-O Manowar de Matt Kindt chez Valiant. Et donc là, il est de retour. Pourquoi ? Parce qu'il s'occupe de la partie artistique du premier album Bad ID qui arrive chez Bliss Edition, donc L'œil d'Odin, écrit par Joshua Dysart. C'est absolument somptueux graphiquement. Ouais. C'est de toute façon Giorello, il est fort, voilà. Et je vais pouvoir te rendre des singles Joker si tu nous écoutes du coup. C'est ça. Oui, oui, forcément. Donc voilà, donc il sera présent. Il y aura aussi Kay O'Neill qui est présent
pour signer aussi l'ensemble, parce qu'elle a quand même maintenant une bibliographie. Elle a une bibliographie assez incroyable, importante chez Bliss. Il y a toute la trilogie des Dragontés, c'est trop mignon. Il y a Princesse également qui est publié chez eux. Il y a La Gardienne des Papillons qui est sortie l'an dernier, superbe album aussi en cartonné. Ils font vraiment des beaux ouvrages. De toute façon, maintenant là, avec sur le segment jeunesse, ils font pas forcément que des soupes, ils font aussi vraiment du format album cartonné que je trouve vraiment adorant comme ça, qui rend super bien. Donc les deux seront présents au FIBD, et en plus il y a une tournée de dédicaces françaises dans pas mal de villes, mine de rien, pour les deux. Donc on vous invite à suivre Bliss sur les réseaux sociaux. C'est vachement bien, l'œil Dodin. Oui, lisez, c'est cool et c'est assez visuellement régalant. Ah ouais, non, mais il est vraiment On en fera un petit Back Issues. Ah bah il faudra clairement en reparler, puisque c'est quand même un petit événement aussi, cette arrivée de By Daidy en France après tant d'années. Et du côté de Comics Initiative, alors eux, c'est n'importe quoi, ils ont 13 invités alors pas tous en même temps, puisque leur stand ne sera pas forcément extensible à l'infini. Jim Terry, qui était déjà venu l'an dernier pour le roman graphique Come Home Indio, qui d'ailleurs avait été nommé dans les sélections pour le prix Comics ACBD. BD du réel. Très BD du réel pour le coup. Mais moins chiante que celle qu'on fait en franco-belge pour le coup. C'est vrai. Clairement. Enfin, en tout cas, celle-là était pas chiante. L'origine, enfin, c'est l'histoire plus ou moins c'est biographique, non? Ah, c'est complètement biographique, quoi. D'un artiste alcoolique torturé qui remonte un petit peu à ses origines amérindiennes, oui. Enfin, j'ai la Première Nation, mais amérindienne, tout à fait. Oui, c'est trop bien. Il y a aussi John Sack et Robert Mailer Anderson qui reviennent aussi en France. Ils étaient venus pour la sortie de Windows on the World à l'époque, et on les avait reçus sur First Print. BD du réel. Ah, ça y est, tu vas me reprendre à chaque fois. Mais oui, mais tu les interviews, après tu dis que c'est chiant. Windows of the World. Donc non, ce qui était chiant, c'était que dans le séminaire où j'étais, tout le programme qui était présenté, ce n'était que ça. Moi, j'ai rien contre. En plus, il y a là, on parlera de haut dedans, qui a quelques envolées, peut-être un peu imaginaires, mais sinon, c'est très réel aussi, tu vois. Ou c'est de la rom-com. Enfin. Mais c'est de la rom-com absurde ou déprimée, mais c'est. Ouais, mais c'est aussi très ancré dans le réel, tu vois ce que je veux dire. Vrai. Et Windows on the World, c'était le post en septembre aussi. Ouais. Mais il y avait un récit quand même, il y avait quand même une forme d'aventure, mais je veux pas dire que ça, parce que là tu vas me faire passer pour ce que je ne suis pas. Moi, ce que je veux, c'est de la diversité dans les publications, dans quelles que soient les choses, et j'aimerais bien que quand il y a un séminaire avec des éditeurs, mettre des gros vaisseaux spatiaux et des épées. Voilà, exactement. Voilà. C'est tout. Alors donc merci juste à ceux qui font c'était encore une vanne, ce taf. Personne ne te voilà, t'inquiète. Mais les gens le remarquent en plus, de toute façon, que il y a quand même une forme d'emprise, je trouve, sur ce qu'on appelle la BD du réel documentaire et les adaptations. C'est comme partout, tu vois, les adaptations de Cannes, ils vont pas célébrer des films de genre ultra pointus, ils vont plutôt célébrer justement des drames, des trucs. Enfin, c'est des cases qu'on. Cannes a mis une palme d'or à Titan, donc. C'est vrai, mais elle a été ultra contestée et c'est quand même assez rare, tu vois. Généralement, c'est plutôt des films. Oui. Sérieux, historiques, dramatiques, profonds, etc. Voilà, chacun ses petits domaines de compétences. On a plutôt d'autres festivals pour ça aussi. Hein. Ceci étant, c'est vrai que par rapport à ça, sur la sélection d'Angoulême et le coup de gueule de Laurent Lefebvre, Laurent Lerner, on l'a eu récemment. Laurent Lefebvre, c'est l'artiste de Foxboy, qu'effectivement, oui, ça c'est vrai qu'il y a il y a un petit dominat de la culture élevée en France à plein de niveaux, musical, cinématographique et aussi en BD. Ce qui est quand même curieux puisque la BD n'a pas de limite technique dans ce qu'on peut représenter. Et ça pourrait faire l'objet d'un beau débat, Arnaud. Voilà un podcast thématique à creuser. Toujours. Donc, je disais John Sack, Robert Mailer Anderson, qui signe également Mon Parrain, La Bonne Fée. Très grand album qui est sorti chez eux, qui parle d'homosexualité notamment, parce que c'est l'histoire d'une jeune fille adolescente qui va être recueillie par son oncle gay qui tient un cinéma dans le Texas. C'est un pays dans l'État des États-Unis qui est notoirement très homophobe. Et c'est vachement bien, c'est très bien dessiné, c'est un peu à la Charles Burns dans les contours et l'utilisation des plans. Très cool bande dessinée du réel. J'arrête, vas-y, continue. Autrement, il y a aussi Massimo Rossi plutôt, qui a signé Locust chez Comics Initiative et qu'on retrouvera prochainement sur Inuit, qui avait été annoncé dans leur programme 2024. Red Sonja dans le Grand Nord.
il y a les auteurs maison, ce que j'appelle les auteurs maison, parce que justement, il y a Laurent Lefebvre de Foxboy, Jocelyn Billard qui a fait Les Contes du Givre, et Tony Muriot de Paria, et qui fait aussi un truc jeunesse qui s'appelle Papy Génial, qui seront là. Pascal Millet et Rurik Salé qui ont fait Seul l'ombre. On avait reçu Rurik dans le podcast, et qui bossent ensemble sur un autre projet qui s'appelle L'Enfant Démon, dont on vous avait parlé dans le podcast également. Phil Cordier et Thierry Martin, c'est un peu particulier parce qu'eux, ils font du polar illustré qui s'appelle sous une bannière qui s'appelle Comics Novel. Donc, ils ont fait 2 tomes ensemble. Il y a le deuxième qui est en train de sortir. Donc, ils seront là également pour défendre cette publication. Il y aura Dominique Hennebeau. Donc là, c'est de la création franco-belge aussi. Il a fait un premier titre, qu'on n'abordera certainement pas malgré ses qualités, qui s'appelle Une histoire de solidarité, alors j'ai même plus le nom en tête de qu'est-ce que ça raconte, mais en gros, ça raconte les origines en France du premier organisme qui a permis l'accession à des droits sociaux et tout ça, enfin un truc vraiment qui est important en tant que tel. Là, j'ai forcément le trou de mémoire parce que c'est pas des choses qui me parlent plus que ça non plus, hein, je vais être honnête. Par contre, il y a son prochain projet qui arrive, qui s'appelle Stan Martel est super, qui là a l'air beaucoup plus cool, parce que c'est 2 retraités qui vivent dans un immeuble justement qui est complètement abandonné par les pouvoirs publics, et le problème c'est que dans cette ville, juste à côté, en fait, il y a des super-héros qui se tapent sur la gueule et ça fait des catastrophes, des gars, et que ils sont pas protégés contre ça, et que ça devient un peu la galère. Donc le côté un peu powerless / The Boys, les trucs comme ça, tu vois, ça a l'air plutôt fun. Et ça, par contre, j'aurais très très hâte de voir la sortie de ce titre. Et aussi, on le mentionne, Alan Heller, qui lui fait un manga qui s'appelle John Cookie, à mourir ne suffit pas. Donc là, on connaît pas du tout. Ouais, hein. non, là j'avoue, Mais voilà, quand même parce que bien entendu, hein, les Comics Initiative, malgré leur appétence pour le comics anglophone, pour la bande dessinée venue des États-Unis ou de l'Angleterre, ils ont aussi pas mal de créations originales, et dans tous les registres, hein. Là, il y a clairement des choses comme Foxboy, c'est très estampillé comics, Paria aussi. Par contre, Stan Martel est super, ou Seul l'ombre, c'est de la BD franco-belge de genre, et donc John Cookie, c'est du manga. Voilà. De toute façon, il y a de la BD pour tout le monde. Donc, on vous invitera bien entendu à aller les voir, puisque quand même à chaque fois ils mettent les bouchées doubles voire triples sur les festivals, et c'est toujours plutôt cool, parce que là oui, ils ont tout le monde là. Ouais, et puis en plus leurs artistes sont toujours super dispo, super contents d'être là, pète de dédicaces, bref, tout un programme pour le FIBD. Celles et ceux qui pourront y aller, faites-vous plaisir, puisque même s'il n'apparaît pas dans la programmation officielle, le comics sera quand même représenté. Ensuite, Corentin. Oui. C'est qu'un jour, peut-être qu'on me reprochera de faire ces pics comme ça. En même temps, faut qu'ils se regardent. Pour ça que on se fera jamais inviter pour animer quoi que ce soit, même quand il y a des... Non, mais moi, je trouve ça quand même super curieux, mais enfin bref. Ouais. Allez, Corentin, donc du côté des annonces, qu'est-ce qu'on a un petit peu déjà? Juste Goscinny, il a travaillé aux États-Unis aussi, hein. À un moment donné, il était pote avec Horseman et tout. Il y a des tonnes d'artistes, même, je crois que Franquin avait aussi... Horseman, il avait collaboré. Maurice aussi, il avait appris avec des artistes américains. Enfin, je veux dire, il y a une vraie relation qui existe, historique, entre la BD américaine et la BD franco-belge. Et pourquoi est-ce que d'un coup on a décidé que, en fait, non, il y avait plus de comics, il y avait plus que les franco-belge, et puis quelques BD de genre ou historiques qui arrivent en France par des biais détournés. Enfin, je trouve ça quand même super curieux. Mais... Ouais, si, heureusement, il y a Daniel Close, quoi. Ouais. Oui, Daniel Close, et encore une fois, Burns, Crumb, enfin, tous les mecs qui, grosso modo... Aujourd'hui, en vrai, tu sais, c'est comme quand je dis les seuls auteurs de BD qui sont invités sur France Inter ou sur un média grand public, c'est Riyad Satouf, Pénélope Bagieux, et le troisième, à qui est tout le temps invité aussi. Je sais pas. Sûrement un caricaturiste, non? Je sais pas. Non, un auteur. Non, mais un auteur qui est bon aussi. Mais en gros, tu sais, il y en a que 3 à chaque fois. Et, ou à chaque fois, ça me fait péter un câble de dire, mais il y a tellement plus d'auteurs, en fait, que. Même en France, en inviter, plus. Oui, non, mais en France, bien sûr. Et là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression que, pour le FIBD, il y a 3 auteurs, en fait, encore, que tu fais exister. C'est, Charles Burns, Daniel Close et Chris Ware, quoi. Tu vois, c'est les grands noms de la BD américaine indépendante, mais tout le reste, on s'en branle un peu, quoi. C'est vrai. Bon, après, ils avaient filé un prix à, comment s'appelle-t-elle, celle qui a gagné l'année dernière ou celle d'avant, je ne sais plus. Non, à Émile Ferris. Pas Émile Ferris, encore avant. Celle qui était une artiste satiriste aussi. On en avait parlé avec Gagnon. J'étais là cette année-là. C'était l'année où j'étais là, en fait. Mais bref, peu importe. Vous retrouverez le nom, mais je la connais pas en plus. Malheureusement, je connais pas son œuvre. Ah oui, Julie Doucet. Peut-être, oui, probablement, ouais. Je pense, oui. Enfin, bref, voilà, peu importe. Qui faisait du comics underground aussi, ouais, qui est assez trash, ouais. Mais donc, bref, le FIBD, ça va quand même être bien, malgré la programmation du FIBD. Oui, c'est bien, non, c'est pas qu'elle est pas, elle est très bien, d'ailleurs, il y a plein de trucs très bien, mais c'est juste que il manque quelque chose, quoi, tu vois, je pense qu'elle est tu sais, c'est encore une fois, à échelle économique, je veux dire, les sorties qui vont être traitées dans les grands médias, ça va être le nouvel Astérix, le nouveau
Gaston Lagaffe, et d'ailleurs on s'en fout de savoir si c'est voté les morts ou pas, ou le nouveau Spirou. Et dans la vraie vie, la production de 619, la production même des créas franco-belges de Comics Initiative, tout le monde s'en fout. Enfin, je veux dire, les grands médias, eux, ils ont une case BD occupée, comme à une époque avec le jeu vidéo, tu vois, où les mecs parlaient juste du nouveau Mario, du nouveau Nintendo, et tout le reste de l'industrie, on s'en battait les steaks, alors que t'as des chroniqueurs qui ont essayé de se battre sur les grands plateaux pour imposer l'idée que c'était un média qui était riche, qui était vivant, qui avait une production intéressante. Mais en fait, ces évolutions-là, elles se font malgré les institutions en général. Elles se font par le biais des lecteurs, par le biais des petits mouvements, des petits sites, des petits blogs, des petits podcasts. Et après, un jour plus tard, c'est reconnu quand, en fait, les gens qui étaient en âge de consommer prennent le pouvoir à la place des anciens un peu vieux cons, quoi. Bref. Lewis Trondheim aussi, tu vois. Lewis Trondheim, tout à fait. Oui, parmi les gens qui sont très bien, tu vois, que c'est des gens qui ont plein de qualités, mais mais je trouve que parfois il y a une forme de typecasting de, voilà, ce sont les trois. Même Arleston, on le voit plus trop, en vrai. Pas du tout. Alors que pourtant, lui, putain, c'est une machine économique de fou à l'échelle de la BD franco-belge. Mais... C'est dur de se maintenir aussi. Une annonce de sortie, enfin 2 annonces aux éditions Delcourt. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, Corentin? Il y a d'abord dans la collection Contrebande de l'horreur bien vénère avec Dark Ride. Oui, oui, de l'horreur bien vénère, faut le dire vite. Dis-le vite. De l'horreur vénère. Voilà, tu l'as dit vite, c'est bien. Et ensuite, c'est assez sanglant, non, quand même. Ça va. C'est plutôt du, comment dire, du fais-moi, enfin pas du fais-moi peur, c'est plutôt j'aurais du mal à le définir. Bref, bon, je vais vous donner le pitch et vous ferez le crédit vous-même. Dark Ride de Joshua Williamson et André Bresson. C'est ça, donc les deux mecs qui ont fait Birthright. Birthright en 10 tomes chez Delcourt, ouais. Exactement, qui était super bien. Birthright, c'est probablement la meilleure BD de Williamson, d'ailleurs, en fait, toute production confondue. En plus, c'est la plus longue, et c'était l'époque où il y avait encore des ongoing assez régulières. D'ailleurs, Dark Ride est une ongoing, parce qu'elle est encore en cours aux États-Unis. On en est au numéro 12-13, je crois, par là. Donc pour résumer, c'est une sorte de parodie noire de Walt Disney, enfin de Disneyland Paris plus précisément. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui a fait une saloperie il y a très longtemps et qui a dû passer une sorte de pacte démoniaque. Et il a ouvert un parc d'attractions qui s'appelle donc le Dark Ride et qui est qui est un parc d'attractions qui est hanté par les thèmes démoniaques. Donc vous avez des grands 8 Lovecraftiens, vous avez des promenades en bateau qui sont inspirées par les monstres marins. Enfin, vous avez plein de trucs comme ça. C'est assez marrant. Dans l'idée, ça ressemble beaucoup à Zombilenium de Arthur de Pince. On le voit beaucoup lui aussi d'ailleurs. Arthur de Pince. Sauf que c'est moins comique parce que de Pince. Enfin, Zombilenium, c'est une satire de la vie de bureau en fait dans le contexte d'un parc d'attraction un peu la Tim Burton. Là, c'est plus un truc qui va remonter à l'origine familiale du fondateur, avec un côté un peu la fatalité de nos parents nous poursuit, etc. Mais c'est quand même plutôt léger. Enfin, c'est de la série américaine d'horreur, quoi. On va dire, c'est même pas forcément du slasher ni rien. C'est de l'horreur, voilà, qui se laisse approcher. Quelques idées assez originales. C'est plutôt cool. C'est plutôt bien dessiné. Une bonne petite série d'ambiance, assez accessible, assez blockbuster. Donc, ouais, non, c'est une bonne nouvelle que ça arrive. Et effectivement, on se rappelle quand même que Williamson, qui est devenu en quelques années un petit peu, enfin, moins maintenant, mais qui a été pendant quelques années le capitaine de l'univers DC, avec il a encore son importance, hein. Là il va faire le gros crossover avec Action Comics House of Brainiac en avril, tout à fait, mais on sent quand même que depuis Dawn of DC sa présence c'est un peu fragmentée, mais il y a personne en fait en grand architecte maintenant il y a Tom Taylor, quoi, mais c'est très nouveau. C'est sur le pan, oui, il a pris les Titans et du coup ça va être le truc qui va guider les événements pour un an ou deux, quoi. Sauf s'il reprend après la Justice League de nouveau, quoi. Ouais, je verrais bien Tom Taylor en Justice League. Moi carrément, on en a déjà parlé, je suis assez d'accord. Mais donc voilà, Williamson qui était donc ce capitaine jusqu'à Dark Crisis of Infinite Earth, scénariste de super-héros très geek, qui sait manipuler la continuité, qui fait les trucs qui sont du crowd pleasure, c'est-à-dire qu'il va te donner les scènes de câlin, un peu la Tom Taylor d'ailleurs, quand t'as besoin et tout, mais en indé, il a une vraie carrière aussi, qui est finalement assez développée, qui est de meilleure qualité à mon sens que ce qu'il fait en super-héros, à l'exception de Rogues, qu'il a fait dans le Black Label, qui était une super série qui arrivait chez Urban et que vous devez de lire, si vous aimez un petit peu les polars sur des vieux gangsters qui reviennent et tout. Donc voilà, ça arrive. Et l'autre projet, je ne m'en souviens plus. Si, c'est les Mormons. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est Joseph Smith et les Mormons. Arnaud ne connaissait pas l'épisode de South Park sur les Mormons. Si, je l'avais vu, mais il y a longtemps, et du coup, la ref en l'écrivant, je l'avais plus du tout, par contre, tu vois. Épisode ultra mensonger, hein, ça dit en passant, parce que, tu sais, dans l'épisode, ils te font passer les Mormons pour des mecs super sympas, qui juste sont très proches de leur famille, qui veulent pas la télé, donc ils jouent à des jeux de société le soir, ils sont accueillants, ils sont polis, ils sont courtois, etc. Les Mormons, c'est une religion qui est ultra raciste, qui t'explique que si les Amérindiens ils sont ils sont bruns de peau, si les Noirs sont noirs de peau, c'est parce que Dieu les a maudits et qu'ils vont devenir blancs après leur mort quand ils seront pardonnés. C'est une religion vraiment de merde. Dans Banshee, et c'est une secte aussi. Dans Banshee, c'est des Mormons, quoi. C'est des Amish.
Non, Banshee, pardon. c'est encore plus vénère. Mais bref, donc pour résumer, effectivement, Joseph Smith, qui était donc le prophète d'une nouvelle interprétation du christianisme, qui en fait explique que il y a des tribus en fait de l'Ancien Testament qui ont été aux États-Unis. Une partie de ces tribus donc sont les enfants de Caïn et donc ont été maudits par Dieu, et ça a donc donné les Amérindiens. Donc voilà, en fait, c'est super cool. Et Joseph Smith, lui, il a donc une vision d'un ange caucasien qui lui explique que justement ces Premières Nations-là, c'est tout proche du Christ et qu'en fait il y a des évangiles perdus, qu'il faut aller trouver. Donc il les trouve, il les déterre, il les montre à personne, mais il promet que c'est vrai. Promis, mon gars, je te jure, c'est vrai. L'Angile est vraiment parlé. J'ai vraiment lu les évangiles et je les ai traduits, mais vous pouvez pas les voir vous. Donc il faudra me croire sur parole. Et des gens l'ont cru sur parole, des millions de gens l'ont cru sur parole. Alors les Mormons, c'est un peuple qui a été aussi persécuté et qui a été poussé à quitter les États où ils s'étaient installés. Ils ont fini dans l'Utah et ils ont fondé Salt Lake City. Et après ça, Joseph Smith, il a été assassiné pour une forme d'hérétisme / d'escroquerie. Et dans le présent, la religion mormone est encore pratiquée par des millions de gens. Je crois qu'il revendique 6 millions de membres aux États-Unis, 17 millions à l'échelle du monde. Et c'est une secte au sens propre, dans le sens où en fait 10% de tes revenus vont au culte mormon et qui ensuite s'en sert pour capitaliser sur les marchés financiers. Ils étaient fait niquer par le fisc qui avait dit vous avez oublié de déclarer 3 milliards et tout. Enfin, ils sont vraiment très très riches. Et en fait, la famille Van Siever, donc dont on connaît le principal membre, Ethan Van Siever, qui est donc la figure de proue du Comicsgate, et dont les convictions sont d'ailleurs probablement liées à sa pratique de la religion, encore une fois. Donc Van Siever, c'est un dessinateur qui a beaucoup travaillé chez DC, qui avait créé le Cyberpunk quand il était ado, qui a essayé de le pousser plus tard, etc. Il a monté une sorte de collectif d'auteurs racistes, sexistes et homophobes, qu'on appelle le Comicsgate, et qui résume à peu près plein de connards qui sont réveillés un jour en disant que les Noirs voulaient l'égalité, donc c'était casse-couille, et que les femmes voulaient l'égalité, donc c'est bon, on va à la cuisine. Mais en fait, lui, il a un frère, Noah Van Siever, qui, de son côté, est aussi un auteur de BD, mais très différent, c'est-à-dire qu'il a jamais travaillé dans super-héros, et c'est plutôt un héritier de Crumb, justement, de cette tradition Burns et tout, qui va plutôt faire des BD pas satiriques, mais contemplatives, de contre-culture, underground, souvent assez historiques, souvent assez documentés. Il a fait notamment une super série qui s'appelle Fante Bukowski, qui est un super titre pour le coup que vous pouvez lire. Je sais pas si c'est édité en français, mais voilà. Mais c'est donc cette catégorie d'auteurs romans graphiques un peu à l'Adrian Tomine. Et là, en l'occurrence, la collection Outsiders, elle est faite pour ça. Et Van Siever, il s'est un peu distancié. Noah Van Siever s'est un peu distancié de la foi mormone, en fait, parce que quand tu grandis, tu réalises évidemment que c'est un peu compliqué, parce que les Mormons, ils ont été attaqués pour plein de sujets, pour le racisme, pour l'homophobie, et pour même l'origine de cette religion, puisqu'en fait, aujourd'hui, c'est très contesté, hein, la découverte des textes par Joseph Smith. Mais quelque part, c'est assez fascinant parce que lui, il a été élevé dans cette culture, son père aussi, et de toute leur famille, en fait, tout le monde est mormon. Donc, il a eu quand même envie de rendre hommage un petit peu de se mettre à la place de Joseph Smith, un mec qui a eu une espèce de vision et qui était quelque part un peu un filou, mais qui a une vie assez fascinante et voilà, qui a essayé de prêcher un truc différent. Et en fait, ce que dit Noah Van Siever, c'est, même s'il se reconnaît plus forcément dans tout le mormonisme aujourd'hui, c'est un truc qui permet de tenir des familles, des cultures et une histoire commune, en fait, pour son peuple à lui, quoi. Donc, il a fait un portrait nuancé et complet de Joseph Smith avec ses défauts, ses qualités, etc. Et ça a donné l'album Joseph Smith et les Mormons, qui sort là chez Delcourt en Outsiders. C'est un gros pavé, hein. Je ne l'ai pas lu, personnellement. J'ai feuilleté un petit peu. Les retours disent que c'est vachement bien, ce qui est pas étonnant vu que Noah Van Siever, c'est un artiste qui est très coté, hein. Je crois qu'il a reçu des prix. Et pareil, c'est une catégorie qui parlerait plus à Angoulême, je pense, que oui. La collection Outsider, de toute façon, c'est là où Daniel Closet, c'est celle qui est dirigée. En fait, il y a deux collections un peu qui font du comics chez Delcourt. Ouais. D'ailleurs, c'est Contrebande. Voilà, donc Contrebande avec Thierry Mornay et Outsider avec Vincent Bernière, ce qui me permet de vous teaser qu'il y a un podcast, un chouette podcast avec Thierry qui arrive très 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 prochainement, où on parlera on parlera de Dark Ride pour le coup, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller discuter avec Vincent aussi une fois. Ouais, carrément. Et donc, du coup, voilà. Alors, je sais pas vraiment s'il y a j'imagine qu'il y a un public parce que le mormonisme, c'est un sujet qui est assez intéressant, au demeurant, culturellement, et parce que c'est quand même la réappropriation du christianisme par les Américains qui se sont dit, bon, ok, il y a aucune preuve que Jésus, voilà, c'est ça. Il y a aucune preuve que Jésus a foutu les pieds aux États-Unis, mais comme nous, on est le peuple élu parce qu'on est les Américains, première nation de la Terre, etc. Et on a réussi à botter le cul des Anglais, à s'affranchir d'un roi, donc il nous manque une sorte de petit lien culturel. Créons une religion qui dit qu'en fait on était même là nous avant les Amérindiens noirs de peau, brun de peau, et voilà, c'est juste une immense connerie. Mais le sujet du coup est fascinant parce qu'il interroge justement cette espèce de foi
totale, dans le sens où il faut vraiment croire un seul mec qui dit que tout ça est vrai, et il y a aucune trace folklorique ou religieuse qui remonte à avant lui, en fait. Et parce que aussi, voilà, il y a eu des pratiques mormones particulières qui rendent ce sujet-là intéressant. Ceci étant, je sais pas si on est aussi curieux que ça des variétés du christianisme en France. Donc, à mon avis, ça va plutôt s'adresser vraiment aux fans de Noah Van Sciver et des auteurs un petit peu comme ça, des auteurs élevés de la BD, pas vraiment du réel, mais de la BD culturelle, on va dire. Je ne saurais pas vous le conseiller, ne l'ayant pas lu, mais voilà, ça existe, et si vous êtes curieux, peut-être que ça se tente. Voilà, ça fait partie aussi, voilà, de ces ouvrages venus des États-Unis qui seront pas forcément affichés ou identifiés comme tels lors de la sortie, mais donc ça existe. Et je veux pas offenser si on a des auditeurs mormons, vous croyez en ce que vous voulez, hein. Moi, je suis profondément athée, donc je ne crois en rien du tout. Mais si vous trouvez que c'est tout à fait logique, etc., il y a pas de souci, chacun son truc. Tout à fait, Corentin. On termine la partie VF avec Urban Comics qui fait une petite opération, je trouve, ma foi, sympathique. Parce que quand il s'agit de proposer des titres indés à moindre prix, c'est toujours une bonne idée, surtout quand le choix des séries en question est cool. Donc en fait, c'est vrai que si on remonte dans le temps et qu'on regarde les sorties des parutions de Urban Comics, en fait, toute l'année 2012, à partir du moment où ils ont commencé à publier leurs comics, en fait, toute la première année, c'était que du DC et du Vertigo. Donc, techniquement, il n'y avait pas encore d'indé en tant que tel, puisque Vertigo, ce n'est pas de l'indé, ça appartient à DC Comics, même si moi, je suis d'accord aussi sur le fait que la première série était signée en Creator Own, hein. C'est juste que les artistes n'ont pas pensé à lire les lignes du contrat. C'est pas du Creator Own pour le coup, justement, parce que ça ne leur appartient pas. Et Bill Willingham serait pas d'accord avec toi, mais... Bah oui, mais Bill Willingham, je crois qu'il a pas réussi à son coup. Il a pas attaqué en justice, mais bref, non. Peu importe. Enfin bref, tout ça pour dire que donc cette première année, c'était que du DC et du Vertigo, et c'est en 2013 en fait que il y a un premier album qui apparaît sous le label Urban Indies. C'est Casanova de Matt Fraction, Gabriel Ba et Fabio Moon. Et puis 2 mois après, en mars, il y a le premier tome de Saga de Brian Kevough et Fiona Staples qui sort. Et donc là, c'est la machine Urban Indies qui se lance. 10 ans complètes après, en fait, Urban décide donc de fêter 10 ans de publication dans ce label indé en reproposant des tomes 1 de plusieurs séries plus ou moins récentes à prix de lancement. Donc les 10 € on est habitué, mais surtout avec des couvertures variantes qui pour le coup sont des couvertures en pleine en fait où il n'y a pas du tout d'habillage de couverture. Il y a juste un sticker qui permet quand même de savoir qu'est-ce qu'on achète, mais qui s'enlève après pour le coup. Ah, c'est cool ça. J'avoue, j'aime bien ce genre de truc. Ouais, moi aussi j'aime bien les couvertures pleines comme ça. Après, forcément, si t'as déjà toute la série, bon, tu vas pas le reprendre, quoi. Sauf si t'es un collectionneur, et parce qu'effectivement, 10 € ça peut prétexter si tu veux une collection et te faire un petit kiff. Mais par contre, ça permet d'avoir un album, de redécouvrir peut-être un titre, d'autant plus que du côté d'Edo, c'était confirmé, il n'y a pas de changement, ça va avec, tu peux prendre l'édition variante du tome 1 et prendre après le reste de la série en normal. Ça ouais, donc c'est une offre d'appel, quoi. Tout à fait, hein. De toute façon, littéralement, il y a pas, c'est pas la roue qui est réinventée. Donc dans les choix, Corentin, je vais te dire les titres qui sont annoncés et tu diras. Je l'écris pas à chaque fois, tu diras sûrement. Non, pour le coup. On a fait tout plein d'articles ou de podcasts en général pour parler de ces séries déjà, je pense, mais tu fais très bien, enfin ouais. Bien, très bien, okay. et maqué, d'accord. Je pense pas qu'il y aura un nom forcément parce qu'elles sont toutes quand même plutôt cool, mais si t'as un nom vraiment, tu me dis. Alors, t'es prêt? C'est le jeu. Vas-y. Top. Saga tome 1. Très bien. Southern Bastards tome 1. Très bien. New Burn tome 1. Bien. Black Hammer, tome 1. Très bien. Little Monsters, tome 1. Maquet. Ah ouais? J'aime pas. C'est trop répétitif. Mais bref, peu importe. Bah non, mais Maquet, c'est encore mieux. C'est le meilleur. Ah bon, d'accord. Mais Maquet, enfin, Corentin. Lui, non. Non. Coup, ce sera mon nom de la sélection. Black Monday's Murders, tome 1. Bien. Something is Killing the Children, tome 1. Très bien. Crossover, tome 1. Bien. The Weatherman, tome 1. Bof, moi, je me disais. Il paraît que les gens aiment bien, donc bien, on va dire. Ça va faire plaisir. Et The Department of Truth. Très bien. Maquet, pardon. Putain, mais t'aurais pas... Moi, j'aurais pu mettre Maquet pour Saga. Mais j'avais pas compris que c'était le Maquet, l'excellence. Si. Mais non, mais je sais pas. Maquet, ça veut dire mais quoi? Mais non, ça veut dire Maquet, mais Maquet, t'es formidable. D'accord. C'est ça que t'avais dit. Tu qu'on recommence?
Bon, donc, enfin, grosso modo, tout est bon à part Weatherman et Little Monsters. Mais ce n'est qu'à mon avis, je trouve, c'est super bien pour vous. Hein, non, moi, je suis d'accord avec toi sur le fait que Little Monsters, c'est pas la meilleure proposition de Jeff Lemire. Descender aurait fait plus de sens. Ouais, mais Descender, ils l'ont proposé, ils l'ont fait en grand format, donc ça a pas trop de sens. C'est vrai. Tu vois, là, c'est des titres qui, pour l'instant, sont parus que dans le format normal et qui ont pas forcément vocation à être adaptés en grand urban pour le moment. Et surtout que, c'est des séries qui, a priori, vont peut-être avoir des suites parce que ils ont annoncé que The Weatherman, le troisième tome arriverait en fin d'année. Et ils ont mentionné qu'ils attendaient des nouvelles sur certains autres titres. C'est vrai que notamment Black Monday Murders, on aimerait bien que Tom Coker puisse poursuivre les dessins d'une série qui est effectivement toujours en pause, mais j'imagine que s'il est là, c'est qu'il y a peut-être un petit espoir à se faire de ce côté-là. Une cover nue de Department of Truth, moi ça me dirait bien, tu vois. Ouais, je trouve qu'elle est super chouette, qu'ils ont choisi. Ouais, non, elles sont vraiment cool, les visuels sont cool. D'ailleurs, c'est Cliff Chiang sur la couverture du Weatherman, donc c'est plutôt sympa quand même aussi sur la couverture variante. Ah ouais, elle est jolie, ouais, c'est vrai. Ouais, tu vois. Donc d'un coup là. Saloperie de Cliff Chiang. En plus, pourquoi es-tu si fort? En plus, t'es chez Weatherman, c'est vraiment cool, je trouve. Mais bon. Franchement. Allez, donc me lance pas parce que je vais énerver les gens encore et j'ai pas envie de. Très bien. Donc ça arrive là ce printemps. J'imagine que vous aurez il y aura des OP dans les librairies qui feront tout ça. Et puis voilà, c'est quand même des titres dans 8 sur 10 on va dire, au moins recommandés par First Print. Voilà pour recommandé par Corentin. Voilà. Et donc, on espère que ça incitera des personnes à aller les découvrir parce que faut lire des comics indés, c'est cool. Mais oui, c'est mieux que les super-héros. Alors parfois il y a des indés qui sont moins bien que des titres de super-héros quand même. Bon, là quand même. Dans la liste, ça va. Ça dépend du titre de super-héros, mais genre entre un James Tynion for super-héros et Department of Truth. Je pense mais là il y a pas photo. Même Something, c'est très bien Something. Mais non, mais par exemple The Terrifics de Jeff Lemire, je prends Little Monsters, tu vois. Oui, alors que Swamp Thing Green Hell, là je prends oui, mais Green Arrow de Jeff Lemire ou Little Children, Little Monsters, je prends Green Arrow. Bien sûr. Et Animal Man aussi d'ailleurs. Oui, tout à fait. Non, mais tu vois ça peut dépendre. Oui, ça peut dépendre. Allez, Corentin, on passe du côté de la VO réunion de alors c'est j'allais dire c'est quoi le terme juridique, tu sais, en bande organisée, je sais pas quoi là. Ouais. Crime en bande organisée. Ouais, mais c'est pas comme ça que je association association de malfaiteurs, voilà, c'est ça. Une association de malfaiteurs qui se retrouve puisque Eric Powell et Harold Schechter qui ont fait le fabuleux bouquin sur Ed Gein qui était génial. Voilà, c'était déjà il y a 2 ans je crois, maintenant c'est en 2022 vont se retrouver, d'ailleurs je crois que Powell nous l'avait dit qu'il bossait de nouveau avec Schechter pour un autre, et sauf que je trouve que là leur sujet, clairement, ils sont dans la surprise. C'est clairement pas un truc auquel je me serais attendu, puisqu'ils vont parler de Frederick Wertham, le fameux psychologue qui a écrit dans les années 50 La séduction de l'innocent, un pamphlet érigé contre la bande dessinée américaine et qui expliquait au grand public que les comics à cette époque-là, c'est l'équivalent de GTA aujourd'hui. C'est ça. Ça pervertit la jeunesse. Ça rend les garçons violents et en plus voilà, ça les incite à faire de l'homosexualité. C'est pas très bien. Vite, faisons des autodafés pour brûler ces foutus comics. Exactement. Mais est-ce que c'est quelque chose que moi-même je ne connaissais pas, puisque j'avais pas forcément épluché la vie de Wertham en fait en dehors de son célèbre passage de sa carrière. Voilà, de son obsession pour les comics, qui a quand même failli historique pour la bande dessinée quand même. Ouais, qui a failli tuer l'industrie à l'époque quand même. Enfin, il y a quand même eu le Comics Code Authority qui reste un des plus grands exemples d'autocensure en fait d'une industrie. Tout à fait. Et qui s'est étalé pendant plusieurs décennies. Il a beaucoup freiné l'évolution de la bande dessinée américaine en termes de thématiques. Il a fallu attendre le Bronze Age pour que ça commence seulement à bouger. Et c'était quand même bien 15 ans après. Ouais, et puis littéralement, c'est à cause de lui que EC Comics est mort. Littéralement, Max Gaines qui avait un procès d'ailleurs à ça aussi par rapport aux publications d'horreur qui publiait. Donc en fait, en dehors de ça, c'était aussi quelqu'un qui étudiait vraiment d'un point de vue scientifique les mécanismes de la violence. Il était persuadé en fait que la violence pouvait être éradiquée de la société si en fait on en comprenait vraiment tout son fonctionnement d'un point de vue comportemental, sociétal, vraiment d'un point de vue très scientifique. Et pour ce faire, en fait, il allait à la rencontre des plus grands criminels qui existaient à l'époque, et notamment il allait discuter avec eux pour essayer de les comprendre littéralement. Et donc il y a notamment un monsieur qui s'appelle Albert Fish, un tueur en série absolument
affreux qui Le était vampire, surnommé c'est ça ouais le vampire de Brooklyn qui était qui tuait des gens qui étaient aussi cannibales, bref un chouette type. Et donc ils ont discuté et il a fait des travaux là-dessus, et en fait c'est vraiment cet angle-là que veulent approcher Powell et Schechter avec ce titre qui s'appelle Dr. Worthless, The Man Who Studied Murder and Nearly Killed the Comics Industry. Donc l'homme qui étudiait le meurtre et qui a failli tuer l'industrie du comics. Et Worthless, c'est un jeu de mots entre Wertham, son nom de famille, et Worthless, qui veut dire sans intérêt, puisque on imagine bien que les deux, en tant qu'auteur et dessinateur, n'ont pas forcément un affect poussé envers quelqu'un qui a quand même pourri le média de façon assez abusée. Mais ça va forcément super bien parce que il y a tout qui va se mélanger. Ils le disent eux-mêmes, ça va être un mélange pour ceux qui aiment le true crime, vraiment les enquêtes de vrais criminels, comme ce qui a été fait avec Ed Gein, pour les fans de comics aussi, puisque ça va forcément aussi intervenir, puisque forcément à un moment il s'est fourvoyé, il s'est dans sa compréhension des mécaniques de la violence, je pense qu'il s'est dit juste que voir des trucs violents dans les pages de BD avait une influence sur les gens. Et puis il faut se rappeler aussi la famille Wertham, qui était des juifs allemands, je crois, qui étaient originaires comme beaucoup de gens de cette génération, et surtout pour un mec qui avait qui était contemporain de Freud. Wertham, il avait écrit à Freud et tout. C'était une époque où la psychothérapie était encore assez naissante. C'est un mec qui au moins s'est posé des questions sur le sujet, des questions qui ont été reprises ensuite. Alors pas que par lui, je veux pas dire que c'est un pionnier ou quoi, mais qui clairement était dans une espèce de mouvement où on savait pas du tout comment est-ce que ça marchait le cerveau humain, et qui s'est posé des questions que des tonnes de gens se sont posées ensuite. Et effectivement, on peut se dire qu'il avait une démarche qui était saine. Après, ceci étant, c'était quand même une démarche qui était homophobe. Mais aussi, voilà, c'est comme quand il disait que Superman, c'était l'incarnation de l'Ubermensch nazi. Avec une famille comme la sienne, une histoire comme la sienne, évidemment, tu peux t'interroger sur qu'est-ce qui a pu se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, pour les jeunesses hitlériennes, pour le traumatisme que ça a été, de comment tous ces gens se sont mis en fait à devenir des espèces d'immondes fachos. D'ailleurs, c'est une question qui m'intéresse toujours moi-même, d'ailleurs, parce que voilà. Mais je pense que ça peut être l'occasion d'un truc assez nuancé et assez complet, d'ailleurs, parce que justement Schechter, c'est un vrai chercheur sur le sujet criminel. C'est original de pas aller prendre justement une autre figure de tueur en série, ce qu'ils auraient pu faire avec. Alors moi, j'avais posé la question à Powell hors micro s'il comptait faire John Wayne Gacy et tout, qui était un criminel qui se déguisait en clown, qui était clown d'anniversaire, et pareil en fait, sur lequel on a beaucoup fait reposer des vrais monstres en BD, notamment. D'ailleurs, je crois que le Violator de Spawn est inspiré par ça. Et beaucoup de tueurs dans Spawn d'ailleurs sont inspirés par des vrais criminels de la vraie vie américaine. Mais finalement, du coup, ils prennent le truc à l'envers en disant on va aller plutôt s'intéresser à un mec qui a justement avant Schechter et avant tous les mecs qui font du true crime aujourd'hui, s'était posé la question de comment ça se passe dans la tête d'un tueur en série, un peu à la Mindhunter quelque part. Donc c'est super original, je trouve, c'est super intéressant. On peut avoir confiance en Powell et Schechter vu la réussite du premier album. Et c'est vrai que comme toi, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas l'histoire de Wertham en dehors de son côté tribun anti-BD. Donc ouais, super. Franchement, moi j'attendais avec impatience le nouveau titre de ces deux gars, donc on y retourne, quoi. Très très chaud, et on imagine que Delcourt se positionnera dessus pour nous l'apporter en VF par la suite. Probablement déjà le cas. Oui. Je sais plus si on en parle dans le podcast qui arrive bientôt. Tu l'as pas sorti encore? Le Sport Code de Rick Powell? Non, ce que là, avec Thierry, pardon. Avec Thierry, oui, avec Thierry. Compris. Mais non, c'est avec Eric Powell, oui, quand même. Là, ça fait 6 mois. C'est oui. Mais ouais. Allez, du côté de la VO toujours, grande nouvelle, Jason Aaron va relauncher les Tortues Ninja, la série de IDW, se conclura au 150e numéro avec donc la fin du run de Sophie Campbell, qui était déjà dans la continuité de celui de Tom Waltz. Donc ça va faire un très très long volume de 150 numéros au total, avec en plus des mini-séries à côté, à droite et à gauche. Mais donc pas de reboot pour cet univers. C'est toujours la même continuité, et c'est donc l'aventure ira en ligne droite sans stop au milieu. Mais par contre, donc quand même un relaunch, fallait bien que ça arrive, tout ne peut pas durer comme Action Comics sur 1000 numéros sans discontinuité, mais Jason Aaron par contre Action Comics ça a été rebooté au numéro 1 même Action Comics a eu droit à un retour au numéro 1 au bout d'un moment transitoire. Ça a bien duré 10 ans quand même. Non, 5 ans. Non. Ah bon? Oui. Non, plus que ça. Peu importe, on s'en fout. Pardon. Si, parce qu'avec Rebirth, c'était revenu à la numérotation normale. Oui, mais c'était 7 ans après. 5. C'était que 5 ans après. Ils avaient déjà remis la nouvelle numérotation au bout de... 2012, 2016. En vrai, donc 5 années complètes. Ok, t'as raison. Enfin, 2011, 2016, du coup, 5 années. Et après Crazy, ça avait pas mis au numéro 1. Non. Ok, putain, c'est fou.
Bah, très bien, bravo Bah, non, Action non, Comics non. pour cette longévité exceptionnelle. Non, ouais, et c'est 5 ans sur, du coup, bientôt 90 années Ouais, t'as de raison, publication. Donc, en après, vrai, les Tortues, c'est plus récent, il y a Oui. eu 40 000 numéros 1 Bien parce qu'il sûr, y a eu bien 40 000 sûr. volumes. Mais quand même, c'est la question, c'est est-ce qu'on aura le Jason Aaron de Thor ou le Jason Aaron des Avengers? Parce que c'est là que ça va vraiment être crucial de savoir lequel on se retrouve. Bah ouais. Parce que ça va forcément, parce que le potentiel est monstrueux. Jason Aaron, c'est un très bon scénariste. Il a été capable, justement, en super-héros, il a pu faire des merveilles. En indé, il est aussi largement capable d'en faire, hein, Thousand Bastards. Ouais, et encore, ça fait quelques années que c'est plus aussi fort qu'avant. Voilà, la série espèce de rom-com qu'il fait dans le monde apocalyptique là. Ah, t'aimes pas Once Upon a Non, Time c'est at bien. the End of the World? C'est bien, c'est très bien, mais c'est pas Savant Bastard, c'est pas Scalp, c'est pas même The Goddamn. Oui, moi, ça fait quelques années que ça me chatouille plus comme avant, quoi. Attends, mais Scalp, il faudra qu'il le fasse en Urban Nomad. Et même Savant Bastard, c'est pas fini, je crois. Non, toujours pas. Bah alors. Bah, j'en espère qu'il va pouvoir s'y remettre aussi. Jason, alors. Mais oui, c'est surtout. T'as pas entendu ce que j'ai dit? Que Scalp, faudra le mettre en Urban Nomad pour le coup. Ah bah bien sûr, ça, évidemment. De toute façon, franchement, si vous nous écoutez, vous n'avez pas encore commencé Scalp, lisez Scalp. C'est la meilleure BD de Jason Aaron. Si vous vous intéressez au sujet des Premières Nations d'Amérique, à l'aune de Killers of the Flower Moon ou même de cette série Echo là, c'est ça qu'il faut lire. C'est pas Earth Divers, etc. C'est le plus grand chef-d'œuvre qui a jamais été fait, à mon avis, aux États-Unis sur ce sujet précis de la réserve indienne. Version polar. Ça, j'ai une épiphanie en me disant, mais justement, parce que toi, tu parlais de Earth Divers et de genre des éditeurs qui voudraient exploiter un peu la vibe amérindienne du moment. Et ça, je me dis, putain, mais en fait, pourquoi ils ont pas réédité ça ou reproposé le truc? Ah, sûr, c'est mieux que Kaori. Hein. Mais voilà. Moi, la question, c'était surtout, voilà, est-ce que Aaron, je veux pas dire c'est encore écrire parce que c'est pas gentil, mais oui, c'est pas gentil. Est-ce que son passage sur les Avengers l'a pas un peu trauma? IDW, ils sont beaucoup plus lessivés, quoi. Bah, il y a quand même, attends, les Tortues, il y a Nickelodeon derrière aussi, hein, donc bon. Ouais, mais attends, ça a pas empêché Waltz et Campbell de faire des trucs qui étaient parfois un peu noirs. Même, regarde, la liberté qu'a eu Santo Luco. Le mec dit, je vais faire Shredder en enfer et ça va faire un truc mythologique trop bizarre, limite qui tient du surréalisme et du voyage intérieur et tout. Enfin, pour une franchise qui est censée vendre des jouets au départ, les mecs, quand même, ils ont eu une assise assez exceptionnelle. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que Aaron, les grands thèmes de sa bibliographie, c'est souvent la violence et comment. Alors, il fait rarement des bonnes séries pour moi en collectif, avec des héros collectifs. Pour moi, il est meilleur sur le héros solitaire qui traverse le champ de bataille entre guillemets. Mais ça peut être super intéressant parce que voilà, c'est l'occasion de faire un truc un peu martial, un peu brutal à mon avis. Enfin, j'espère. Et il faut voir dans quel état Campbell laisse la série aussi, hein, parce qu'on sait pas quel va être le nouveau statu quo et compagnie. Limite, je l'aurais bien vu faire des volumes dans l'univers l'Astronaut. Tu vois, sur pareil un guerrier solitaire dans le monde post-apo, ça aurait pu être intéressant. Mais en tout cas, grosse prise pour IDW, parce que Aaron, c'est pas n'importe qui, hein, même si on n'aime pas ses Vengeurs, c'est une série qui s'est très bien vendue et qui a duré pareil pendant 100 numéros, non? Non, c'était 65 en bimensuel. Avec un rythme soutenu et sachant que 65 sur la série régulière, mais après t'avais aussi Avengers Forever à un moment et t'as eu quelques numéros en plus, tu vois. Donc en vrai, le run au total, je pense qu'il est assez proche des 80 numéros. C'est marrant d'ailleurs parce que quand tu le relis aujourd'hui, tu vois que ça commence pas si mal avec le Celestial qui voilà, et tout. Et puis tu lis 3 arcs plus tard et tu dis voilà, c'est de la merde. Et donc voilà, moi j'attends un petit peu au-delà parce que j'aime bien les Tortues et je suis content que la série revienne au numéro 1, crée un palier parce qu'effectivement on a eu tout ce qu'on voulait. Voilà, et puis on voit clairement qu'une nouvelle ère commence. Là, on est très très loin du postulat de départ. Donc c'est très cool pour ça. Mais c'est vraiment, moi, la question, c'est est-ce que Aaron saura encore me régaler sur du super-héros, entre guillemets. Pour moi, les Tortues ne sont pas du super-héros, c'est autre chose. Mais c'est vrai que c'est plus proche des codes des Vengeurs que des codes de Savant Bastards. Donc ouais, c'est un vrai point d'interrogation. Ouais. Donc il y aura une première histoire, un petit prologue qui sera dans le numéro FCBD en mai 2024 et la nouvelle série démarrera en juillet après un one shot en juin. Donc ça, bon, les plans de publication un petit peu habituels, hein, quand il faut événementialiser un petit peu ce genre de lancement, sachant que le FCBD il y aura aussi en fait le numéro secret de DC pour leur prochain méga event de l'année, qui est 30 years in the making. Donc bien sûr, ça fait depuis 94 80 ans dans le making, hein, non mais non, pour le coup c'est vraiment 30 ans en making, donc ça renvoie l'année 94 et 94 c'est Zero Hour. Oh non. Ah, je sais pas, mais après c'est aussi il y a aussi non mais il y a aussi il y a aussi la conclusion de Reign of the Superman et il y a aussi Emerald Twilight quand Al Jordan pète un câble et que Kyle Rayner le remplace. Ça par contre.
Pourquoi pas. Donc mais après je me dis entre Ramener les trois, Parallax je sais pas si après c'est peut-être autre chose, hein, peut-être qu'ils vont faire référence à un truc plus obscur, tu vois. Mais je me dis en même temps, si tu fais un renvoi à Reign of the Superman pour installer un prochain truc sur Superman en 2025, vu qu'il revient au cinéma, tu vois, Ah, nostalgie. Mais ouais, cool. Bon, on verra bien, mais Zero Hour, non. Mais ils ont fait en plus. Moi, je crois même qu'elle est plus canonique, cette espèce de fausse crise. Si. Ouah, franchement, quel. Enfin, il y a pas eu un Zero Hour 2 en plus? je sais pas. Là, j'avoue, je me rappelle plus, mais il me semble qu'il y a eu une suite à ce truc. Mais c'était vraiment pas incroyable. On parle. Il est temps de faire ce podcast sur les années 90. C'est pas cet la meilleure omnibus craze, sur les années 90 d'ailleurs. Mais donc bref, voilà. À Aaron sur les tortues. Restons sur cette bonne nouvelle et oublions DC et les événements une seconde. D'autant qu'il y a de très bonnes séries chez DC en ce moment. Donc tout va bien. Ensuite, Ed Brubaker et Sean Phillips qui se retrouvent encore une fois. Ils sont inséparables. Bah oui. Un peu comme littéralement. Hein. Oh là là. Bon anniversaire Arnaud en fait. On a fêté nos 10 ans il y a quelques jours, on a oublié de se le souhaiter. Voilà, ce qui est un bon résumé de notre relation. Présente-moi un peu le truc Houses of the Unholy. Ouais. C'est l'histoire. Alors c'est plus dans un truc ancré dans le réel cette fois. C'est l'histoire d'un agent du FBI et d'une nana qui a dans son passé été liée à une sorte de secte plus ou moins satanique qui vont en fait se retrouver à enquêter sur une série de meurtres dont l'origine reviendrait justement à la grande panique satanique qui avait suivi, je crois, la période du Son of Sam ou ce genre de choses en fait où il y avait des tueurs en série qui se revendiquaient un peu de trucs maléfiques. Donc quelque chose qui va tirer dans l'histoire américaine, mais qui va plutôt, en l'occurrence, parler de tueurs en série, ce qui est quand même devenu un peu plus rare dans la bibliographie de Brubaker depuis quelques temps. C'est plus du thriller que du polar à première vue, avec un rapport peut-être un peu plus... Ouais, tu comparais ça à True Detective, je crois, dans ton article. Un peu plus proche justement de la réalité et moins des codes du pulp, du pulp, enfin, au sens très large, que Brubaker aime bien mettre dans ses trucs. Donc pourquoi pas, c'est toujours assez amusant de voir comment en fait le mec circule toujours autour des mêmes thèmes et des mêmes idées en variant des endroits et des zones de la fiction. Mais moi dans le même temps j'ai pas été du tout convaincu par Where the Body Was, je tiens à le dire. J'ai vu qu'il y avait plein de retours positifs et je les comprends pas trop parce que un peu comme Little Monsters on commence à avoir pour moi une petite impression de répétition en fait. C'est-à-dire qu'en fait Where the Body Was c'est une collection de trucs qu'il a déjà fait. Mais avec le gimmick d'être dans une petite vie où tu verras des variations de point de vue, avec un truc qui lui évoque à lui des trucs très personnels. Là, c'est peut-être l'occasion de se distancer un peu de tout ça pour faire un truc vraiment nouveau, je l'espère. Mais en même temps, bah, c'est vrai que comme tu dis, inséparables, au bout d'un moment, ils ont fait un peu des tonnes de BD ensemble. Et peut-être que ça ferait pas du mal à Brubaker d'aller retrouver Steve Epting ou de faire un truc un peu qui change, ou même avec Jacob Phillips au dessin, tu vois, pour casser un peu la routine, qui commence quand même à devenir un peu routinière. Donc on va voir, on espère, ce sera quand même bien dans tous les cas, c'est jamais mauvais, c'est juste peut-être pour les vieux lecteurs comme moi ou comme je pense à Bigor aussi qui nous écoute pas du tout. Peut-être que voilà, il y a aussi une impression que le roman graphique, enfin 2 fois par an, il faut aussi trouver de nouvelles choses à raconter. Et voilà. Et surtout que c'est de l'album court en fait. Oui, tu vois, et même dans la façon, alors techniquement, Image Comics l'a pas encore annoncé officiellement parce qu'en fait c'est un listing Amazon que Rich Johnston qui a énormément de temps libre en fait ou doit avoir une alerte spéciale sur Brubaker en fait je pense a notifié dès qu'il est apparu, alors que c'est vrai que Where the Body Was vient à peine de sortir en VO et moins d'un mois après t'as le prochain qui apparaît sur les sites de listing, ce qui veut dire, je veux dire que même si Image ne l'a pas annoncé, c'est-à-dire que clairement il les enchaîne vraiment, il ne s'arrête jamais à produire. Alors très bien parce que ça leur réussit, ça reste quand même des BD plutôt de bonne qualité, tout ça, il y a pas de souci. Mais je suis d'accord sur le fait que autant j'appréciais vraiment quand ils ont commencé à faire que du graphic novel, de voir cette volonté de varier un petit peu justement du single issues et de se lancer dans divers formats, autant là effectivement je me dirais bah soit faudrait faire quelque chose d'un peu plus épais, soit juste de se remettre aussi sur de l'ongoing, parce que quelque part Reckless c'est une ongoing mais de roman graphique, tu vois, c'est 4 tomes qui se suivent et qui sont chronologiquement enfin, tu peux lire dans les ordres si tu veux hein. 5. Ah oui, il y en a 5, t'as raison. Mais tu vois, voilà, il y avait quand même l'idée de série, etc. Alors que là, c'est plus c'est cette logique de jukebox, on met une pièce et hop, sort un petit polar sympathique. Night Fever, pour moi, était génial, il n'y a pas de problème avec ça. Oh non, vraiment, moi, j'ai bien kiffé. Je trouve que justement, c'était une belle mise en abîme de la crise de la quarantaine et tout. Alors que là, pour le coup, Where the Body Was, c'est pareil, on sent le mec qui veut revenir à ses souvenirs d'adolescent.
là, celui-là, justement, il paraît moins personnel, et peut-être, justement, c'est l'occasion de tricher un petit peu, mais c'est vrai que Pulp, il était très court, et Where's the Body Was, il lui manque bien 50 pages, même ça aurait pu être une vraie ongoing en numéro, tu vois, parce qu'il y a une logique de petite communauté, avec différents points de vue. Tu aurais pu faire un numéro, comme pour Criminal, le dernier, un numéro, un point de vue, un personnage, et en fait, bah, quand tu le lis, tu te dis, j'ai l'impression de lire du Criminal en accéléré, quoi. Et donc, bah, c'est un peu frustrant, parfois. Ouais, mais surtout qu'en plus, les deux sont très bons, et moi, je sais que mes meilleurs souvenirs de lecture, quand même, enfin, j'ai pas tout lu de leur biographie, mais je me rappelle que si c'est présenté comme un roman graphique, en tout cas récit complet pour la VF, mais fondu au noir, c'était mortel, tu vois, et même un été cruel, je trouve. Bien que sûr, dans ce format de lire d'un coup comme génial. C'est une superbe expérience de lecture, et moi je le dis à chaque fois, mais que Night Fever ou que Pulp, je reconnais leur qualité, mais pour moi c'est quand même oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas cette logique chapitrée, en fait, que t'as dans un été cruel. Et puis, du coup, il y a un sentiment de récit qui pourrait être beaucoup plus développé et sur lequel, je veux dire, et pas pour faire du remplissage, en fait, sur lequel il y a d'autres éléments ou même une question d'ambiance, de rester un peu plus longtemps dans ces ambiances. Et je trouve que c'est dommage je suis d'accord, mais après, Brubaker, au départ, c'est un fan de romans et je pense qu'il a dû être élevé par cette littérature-là qui peut être pareil, plus frustrante qu'un truc sériel. Ouais, mais le truc, c'est que là, il fait pas des romans, il fait des nouvelles, tu vois. Oui, il y a des petits romans aussi. Et puis, bon, on verra bien. En tout cas, moi, je trouve que la qualité est toujours là. Oui, c'est essentiel. J'espère que c'est juste une période d'expérimentation et qu'ils finiront par faire des séries en plusieurs tomes. Au bout d'un moment, je veux dire, c'est pareil, Fatal, c'est 30 numéros. Tu peux pas la résumer en 128 pages. C'est pas possible. Bah non, ouais. Et tout l'intérêt vient du fait que c'est en 30 numéros. Et pareil pour Velvet, ça a peut-être duré un peu trop longtemps pour ce que c'était. Mais c'est que 12 numéros, hein, Velvet. Hein. Oui. Mais pareil, tu vois, effectivement, Fondu au noir, s'il le faisait aujourd'hui, ça aurait été trop court et trop. Mais ils avaient dit, en plus, je me rappelle, j'avais interviewé Sean Phillips en 2018 au FIBD. Et d'ailleurs, je me sens qu'on l'avait réévoqué dans l'interview. Malheureusement, j'aurais du mal à te retrouver le passage. Qui n'a jamais pu être mise en ligne parce qu'on a eu un bug technique. C'est la seule fois que ça nous est arrivé en 3 ans, mais il fallait que ça tombe sur l'interview de Sean Phillips. Donc, on est triste. Mais voilà, il y a une interview que vous n'aurez pas droit, à laquelle vous n'aurez pas droit. Mais il me semble que je lui avais dit, mais tu disais que vous vouliez faire une suite à The Fade Out, mais qui se passerait 10 ans après, plus dans les années 60, par rapport au milieu de la radio, notamment de la télévision. Je sais plus quel autre truc par rapport au cinéma, tu vois. Raison, ouais, c'est la télévision, je crois. Ouais, télévision. Ça revient quand ça, bordel, tu vois. Bah ouais, carrément. Et puis même, à mon avis, là, il y a aussi un côté, comme ils se sont libérés justement du fait de rester bloqués sur un projet pendant 3 ans, pour Baker, il doit avoir une pile d'idées qu'il a jamais pu exploiter, qu'il veut mitrailler. Là, typiquement, Where's the Body Was, il te disait, ça fait 10 ans que j'ai réfléchi, et là, quand tu vois ça, tu te dis, bon, bah, ça valait peut-être pas le coup d'attendre 10 ans. Mais je suis désolé si vous avez aimé cet album. Franchement, je suis un peu méchant, mais il est à peine sorti en VO, donc peut-être que les gens découvrent ça en VF aussi. Hein, ouais, enfin, je vais pas non plus mettre des bâtons dans les roues de contrebande pour le coup. Ça reste sympathique, lisez-le, y a pas de souci. Mais à mon avis, tu sais, il veut se débarrasser plein d'idées, enfin, en tout cas, faire des idées qu'il avait en tête depuis très longtemps. Une fois qu'il aura épuisé ce stock-là, peut-être qu'il reviendra à des trucs plus denses. J'espère, en tout cas. Yes. Allez, Corentin, on continue avec toi pour nous présenter juste la série Deadweight qui arrive chez Ahoy, qui continue, bon gré mal gré, d'exister sur le marché. C'est vrai que je voulais mettre ça en avant parce que Ahoy, en fait, c'est une maison d'édition qui sort très peu de mauvais trucs, qui a trouvé son espèce d'identité. C'est la comédie, en fait. C'est la comédie un peu, soit morose, soit peut-être un peu cynique, mais c'est leur signature à eux, en fait. Et je crois que ça vient vraiment du fait que Stuart Moore et Tom Payer, quand ils ont lancé la boîte, ils l'ont lancé avec une comédie, c'est-à-dire la parodie de Batman, du Batman multivers qui était The Wrong Earth, qui continue d'ailleurs, qui est toujours aussi sympathique. Lisez-la, c'est une petite étude du multivers très sympatoche, si vous aimez Batman en parodie. Et après, voilà, Mark Russell est arrivé, en fait, à mon avis, ça a cimenté leur idée que eux, ils étaient la boîte à guignol, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que c'est, en fait. On aime bien un petit peu faire des séries pour se foutre de la gueule, gentiment, des codes de la BD américaine. Et donc là, Deadweight, c'est un peu ça, puisque c'est l'histoire de deux henchmen, ou de goons même plutôt. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, quand vous avez dans des hommes de main. Hein. Voilà, quand vous avez dans les BD, le vilain qui arrive avec son armée de thugs qui ont tous un costume qui va être au code couleur du vilain en question. Bah, en fait, ces mecs-là qui sont des anonymes et qui servent juste à se faire poutrer, à faire de la chair à canon pour le super-héros. Bah là, en fait, on en a deux, ils ont fait une connerie, et du coup, ils se font virer de leur bande. Et ils doivent réapprendre la vie normale, en fait. C'est-à-dire réapprendre, en fait, qu'est-ce que tu fais de ta vie quand t'es pas occupé à braquer des banques avec un malade mental déguisé en clown. Donc, voilà, le concept, je trouve assez sympa, effectivement. Ça fait penser à d'autres projets qui se rapprochent de ce truc-là, comme Sidekick, par exemple, je crois que c'était Mark Waid. Ouais, c'est ça me dit que c'est un concept de se mettre du point de vue des goons, ça a déjà été fait.
Oui, ça a déjà été, En fait, même quelque part The Goon, c'était l'histoire d'un mec qui se faisait passer pour l'homme de main d'un grand mafieux, alors qu'en fait c'était lui le vrai grand mafieux. Il y a eu plein de projets comme ça qui étaient à la périphérie, mais je trouve ça rigolo parce qu'effectivement Ahoy, tu vois, c'est comme pour Second Coming, qui est une petite parodie de Superman mélangée avec Jésus, comme du coup The Wrong Earth, qui est une parodie de Batman, qui te dit hey, si en fait le Batman du Silver Age façon Adam West, il croisait le Batman millerien et qu'en fait les deux comprenaient que malgré leurs différences, il y a une sorte d'ADN commun qui fait que c'est un peu la même personne avec juste des penchants X ou Y. Il y a toujours ce petit côté un petit peu les comédies légères mais qui disent un truc de l'industrie sans forcément révolutionner le média à chaque fois, qui sont agréables à lire et qu'on repose, comme la série de Mark Russell là qui s'appelait mon dieu, je vais pas m'en souvenir. Il a fait une série pareil qui parodiait les Super Friends, enfin la Justice League du Silver Age, qui était complètement conne et qui ressemblait vachement à ce qu'il fait sur les pierres à feu. C'est pas de l'humour genre mais c'est de la blague en mode genre putain, c'est vrai que c'est nul en fait tout ça. Et du coup ouais, moi j'aime bien cette petite maison qui est toujours accrochée à son format de comics magazine en fait, parce qu'à chaque fois à chaque fin de numéro, vous avez une petite nouvelle et une petite page de cartoon bonus. La maison elle tient bien malgré la déflation des indés depuis quelques années. Donc c'est chouette, et effectivement lorsque cette équipe créative là elle est pas forcément ultra connue, mais le concept il est sympa. Je pense pas, enfin il y a très peu de créations Ahoy qui trouvent leur chemin jusqu'en France malheureusement. Il y avait eu un petit essai quand même avec Second Coming, avec Wrong Earth qui a été édité sous le nom L'Autre Terre chez Delcourt, je crois. L'Autre Terre. Delcourt. Non, chez Delcourt. Et d'ailleurs, on en reparle de Ahoy un petit peu avec Thierry aussi. Je ne fais que teaser ce podcast qui arrive bientôt d'ailleurs, avec une petite surprise quand même dedans aussi, vous verrez. Et beaucoup d'annonces aussi. Le mec, il a mitraillé. C'est trop de trucs à retenir en plus, surtout pour jusqu'à la fin de l'année. Donc, on prendra le temps d'en reparler, mais au moins quand même, il y a les gens qui écoutent, sauront des trucs et tout ça. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Mais il y avait aussi le Captain, le chat dans l'espace, là. Oui, Ginger. Captain Ginger, voilà, tu vois, ils ont essayé à un moment quand même de prendre plusieurs après, titres. C'est pas les trucs et les plus faciles à vendre. Non, pas forcément, non, c'est vrai que mais en même temps, c'est l'approche Ahoy. Et je veux dire, Ahoy, tu le dis, c'est de la bonne qualité, mais c'est jamais des trucs qui sont très évidents non plus, tu vois. Je veux dire, même L'Autre Terre, c'est pas le truc le plus facile à vendre, tu vois. Tu peux dire, c'est Freaky Friday avec des super-héros d'Adam West et de Frank Miller d'un côté, tu vois, mais c'est quand même pas si simple. C'était ça, My Bad. Oui, My Bad. Il y avait un Batman qui avait un lustre sur la tête. Oui, pardon. Complètement con cette série. Je l'ai même pas vu ça, là, tu vois. Donc faut que j'aime, mais donc voilà, c'est vrai que c'est bien que ça existe. Et du côté des comics VO, on termine la partie comics avec la grosse nouvelle du côté de Image Comics. C'est le partenariat entre Skybound et Universal qui se poursuit avec donc ce label Universal Monsters. On a eu la mini-série Dracula de James Tynion IV et Martin Simmons, la formidable équipe du Department of Truth, et donc le prochain titre qui arrive, c'est une reprise de la créature du lac noir et pas du lagon noir. Oui, mais c'est pas de ma faute si les mecs qui ont traduit le film à l'époque ont précisé lac noir et pas lagon noir. Non. Oui, c'est vrai, mais moi je veux dire la créature du lagon noir, parce que je trouve que ça sonne super bien. Donc ce fameux film qui est sorti en 1954 et qui fait un peu partie de toute une vague en fait des films Universal Monsters qui ont été initiés à partir des années 30 avec justement Dracula, puis qui s'est poursuivi dans les années 50. Aussi, ouais. Le Frankenstein avec Boris Karloff aussi, cette période-là, c'est Universal aussi. Ça je saurais pas dire. Le premier crossover de l'histoire aussi, Frankenstein contre le Wolfman. Incroyable film, que pas ouf d'ailleurs. Mais donc bref, vas-y, excuse-moi. Il y avait eu Frankenstein dans ces années-là, il y avait eu La Momie, L'Homme Invisible, Le Loup-garou, Le Fantôme de l'Opéra, d'ailleurs qui à mon avis sont des très bons candidats pour faire de prochains titres. Tout à fait. La Momie, c'est super bien ça. Et donc la créature, donc ça s'appelle Creature from the Black Lagoon Lives, la créature du lagon noir vit. Oui. Et c'était coécrit par Dan Waters et Ram V qui bossent ensemble dans le studio White Noise et qui font justement le projet The One Hand, The Six Fingers qui arrive tout à fait prochainement. On nous parle d'âme récemment. C'est illustré par Matthew Roberts et c'est dessiné par Dave Stewart. Ça a l'air super joli. Et puis ça se passe. C'est quoi? C'est coloré par Dave Stewart plutôt. Oui, c'est ce que j'ai dit. T'as dit t'es dessiné. C'est pas... Ah non, je me disais, je savais pas que Dave Stewart dessinait. Tu m'as fait peur. Ah, il dessine ça. En général, les coloristes dessinent aussi. Mais effectivement, non, c'est Matthew Roberts qui dessine et c'est mis en couleur par Dave Stewart.
Je pensais que c'était ce que j'avais dit, mais autant pour moi. Et donc, c'est pas une adaptation du film de 1954, c'est plutôt une réinvention de Smith, mais de façon moderne, forcément avec une intrigue qui sera un petit peu connectée. Je pense que c'est un peu legacy sequel dans les faits. Je pense que voilà, ça se passe dans le présent, mais qu'il y aura des renvois forcément au film original. Et puis, Dan Waters aussi c'est un bon scénariste, mais forcément quand t'as vu Ram V sur Swamp Thing, tu dis c'est logique d'aller le faire mettre sur une autre créature de marais, quoi. Mais même Viz Savage Shores, qui était aussi une série de monstres, quelque part. Oui. Super nouvelle, pour le coup, et d'ailleurs c'est très bien que ce soit pas une adaptation, parce que même si le film original il est très sympathique, moi c'est vrai que je l'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il a une sorte de poésie un peu macabre, mais il y a vraiment une sorte de simplicité et d'évidence dans le fait de voir ce mec en costume qui mate la nana qui nage avec son regard de monstre en se disant c'est pour moi ça, mais en même temps bah non, ça va jamais arriver. Film qui a inspiré d'ailleurs Del Toro, notamment pour La Forme de l'eau, et qui Del Toro est un grand fan de La Créature du lac noir. Sachant que La Forme de l'eau c'est aussi un film sur Eb Sapien de Hellboy, mais tout à fait. C'est quelqu'un que Eb Sapien a certainement été inspiré par un hommage aussi à ces vieux films d'horreur. De toute façon, pareil, il y a beaucoup de références au cinéma d'horreur d'Universal dans les comics Hellboy. Et pour rappel, donc c'est l'histoire d'un scientifique qui mène une expérience dans un lagon. Dans le lagon, il y a une créature préhistorique. Quel chaînon manquant entre l'homme et le poisson, voilà. Comme d'habitude, ça cherche pas midi à 14h le scénario, et il est ultra connu parce qu'effectivement il y a cette scène où la nana va nager et où le personnage la regarde, et ce qui a aussi un peu influencé toute espèce d'idéal romantique du monstre, on va dire, qui était un truc qui était très fréquent dans les films Universal de l'époque. Oui, La Belle et la Bête, ça c'était avant. La Belle et la Bête, c'était avant, c'est vrai. Mais là, c'est plus un monstre, parce que la Belle et la Bête, c'est plutôt un mec qui est frappé d'une malédiction. C'est vrai. Tu vois, dans le film de Cocteau, d'ailleurs, je crois qu'à la fin, Jean Marais redevient humain, si je dis pas de bêtises. Je connais pas le conte original, moi j'ai juste vu les films. Très bon film d'ailleurs, La Belle et la Bête de Cocteau, si pareil, ça vous intéresse de voir des vieux films en noir et blanc, trop bien. Mais donc ouais, moi j'aime beaucoup le film, j'aime beaucoup Ram V, j'aime beaucoup son Swamp Thing. Allons-y, quoi. Enfin, y a rien qui peut déconner, et je pense que ça peut être justement plus intéressant qu'une adaptation du film, contrairement à ce qu'a fait Tanyan Ford, qui s'est pas vraiment compliqué la vie quand même. C'est-à-dire que elle est bien, La Belle et Dracula, mais elle est bien parce que Martin Simmons, quoi. C'est-à-dire que si vous avez vu le film original de Lugosi, vous verrez une version stylisée de ce film-là, et pas beaucoup plus. Et je trouve ça un peu bête, parce qu'en plus on a déjà eu le film de Dracula de Coppola, qui était déjà une version super esthétique et maximisée, adaptée par Mignola en BD d'ailleurs. Je crois que ça avait été réédité il y a pas très longtemps. Voilà, c'est la fin de ma phrase, Arnaud. Tu voulais dire un truc? Ouais, juste que j'allais couper ton passage sur où tu dis pourquoi ça te fait kiffer, pour le mettre directement dans le prochain Focus Pulps, du coup, parce que ah oui, d'accord. Clairement, ça fait partie des titres qu'on va attendre pour le mois d'avril. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus, mais on vous en reparlera plus tard, puisque pour l'instant on en est encore sur les titres de janvier. Corentin, on passe à la partie télévision. Un script commandé par la Fox pour adapter les comics ElfQuest. Oui. Ça se fera ou ça se fera pas? Bon, j'ai peu de chance que... Je sais pas. En fait, l'industrie est tellement dans un état de délabrement en ce moment que... Surtout la Fox, je sais pas exactement ce que produit de nouveau la Fox. La Fox, c'est la chaîne de télé, c'est la chaîne qui a fait les Simpsons, c'est la chaîne qui a une très longue histoire avec l'animation, qui est plutôt une bonne chaîne au demeurant, mais c'est vrai que je suis pas très au fait de comment se comporte actuellement l'industrie de la télévision en termes de nouvelles productions. Donc pour rappel, alors, ElfQuest, c'est un dossier à part entière. C'est une très vieille bande dessinée, ElfQuest, qui, alors je ne sais même plus chez qui c'est apparu. C'est apparu en auto-édition. Oui. Puis ça a été fait chez Marvel, puis ça a été fait chez DC, puis ça a été fait chez Dark Horse, et aujourd'hui ça doit être chez IDW probablement. C'est l'histoire en fait de plusieurs peuplades d'elfes, un peu à la Avatar. En fait, il y a plusieurs créatures d'un même peuple, mais qui ont des tribus différentes et qui ont des codes et des pouvoirs différents selon leur tribu, qui vivent sur une planète lointaine où il y a 2 soleils, un peu à la Star Wars. D'ailleurs, c'est apparu peu de temps après la Star Wars, c'est en 78, ElfQuest. Et qui vont en fait vivre une sorte d'épopée de fantasy dans une planète où en fait il y a aussi des humains et d'autres types de créatures. Et ça fait série de fantasy. De toute façon, ElfQuest, voilà, c'est pas compliqué de voir où ça tire. Mais c'était aussi donc apparu à une époque, les 70s, où en fait il y avait les murs étaient moins cadenassés entre fantasy, médiéval fantastique, science-fiction, voyage spatial, etc. Enfin, on regardait beaucoup vers les étoiles à l'époque. Il y avait plein de séries qui mélangeaient les deux principes. Et ElfQuest, effectivement, en fait, c'est ce peuple d'elfes descend d'une race d'explorateurs spatiaux qui venait d'une planète qui était devenue inhabitable
et qui ont cherché un nouvel endroit pour se poser. Ils sont arrivés sur la planète au Soleil où il y avait aussi des humains, mais des humains qui étaient encore en fait en stade de civilisation médiévale. Et donc ils ont adopté les codes de cette planète-là parce qu'ils n'avaient pas les moyens de subvenir à leurs besoins technologiques. Et un petit peu comme Torgal, en fait, on va on va découvrir ça au fur et à mesure, que c'est pas juste un truc de médiéval, mais qui a aussi une origine spatiale et tout. Et la recherche des personnages principaux de cette origine, de qu'est-ce qu'ils vont faire sur cette planète, est-ce qu'ils vont réussir à en partir, quelle est la race qui les a installés là, quel est leur secret, parce que c'était assez lointain, donc ils ont un peu oublié cette tradition-là. C'est un peu des légendes, en fait, les premiers êtres humains, enfin les premiers êtres elfiques qui sont arrivés sur la planète. C'est une très très longue saga, c'est très 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 long. Non, c'est terminé pour le coup actuellement. Et voilà, moi je suis pas du tout fan du style graphique. Cherchez ElfQuest sur Google et vous verrez si ça vous plaît ou pas. Très chibi. Ouais, c'est édité, alors pas complètement là, mais c'est en cours d'édition chez Snorgle, les éditions du Snorgle. Donc ils résident dans le sud de la France, ceux qui ont une boutique aussi, c'est une librairie à la base, la librairie Snorgle. Ils ont aussi une structure d'édition. Ils avaient d'ailleurs tenté de faire des oui, comment ça s'appelle cette maison d'édition? Aftershock. Merci, des comics Aftershock, dont on n'a pas de nouvelles d'ailleurs sur la VO de leur déboire judiciaire. Je pense que c'est dead. Hein, on dirait, ouais, on dirait. Les rats ont quitté le navire. Hein. Ils avaient dit qu'ils allaient pouvoir se relancer, mais c'est vrai que pour l'instant... Zach Thompson, qui était un de leurs plus gros créateurs avec Alan Bunn, il est parti là chez Boom Studios récemment, donc à mon avis, ça commence vraiment à sentir un peu le roussi. Ouais, mais donc ElfQuest, c'est disponible chez Snorgle. Voilà, et donc là, ils ont embauché une scénariste qui a une énorme expérience de la télévision, qui a travaillé sur South Park, qui a travaillé sur, j'ai envie de dire The Handmaid's Tale, je suis pas sûr du tout de ce que je raconte là. Mais enfin, une nana qui a vraiment une bonne expérience, qui connaît les projets, qui connaît l'industrie. C'est produit quand même si par pas Peter Ramsey. Les trois réels de Spider-Verse, Peter Ramsey, aide-moi Arnaud, tu les as interviewés normalement? Rodney Rodman. L'autre. Ah, bah, le troisième. C'est celui qui va me manquer, du coup. Mais je crois, enfin, c'est un des trois, grosso modo. C'est pas Peter Ramsey. Je crois pas que ce soit Peter Ramsey. Mais il me semble que c'est un des trois qui a une boîte de prod, en fait, qui fait de l'animation. Et donc, voilà, c'est plutôt un gage de confiance, au demeurant. Ceci étant, voilà, Fatal Quest, c'est donc un monument de la BD. Bob Persichetti. Voilà, exactement, Bob Persichetti. Mais est-ce que c'était lui, du coup? J'en ai un doute incroyable. Oui, il était sur Spider-Verse, oui. Oui, non, mais c'est lui qui produit la série Elfquest? Tu peux vérifier parce que là, je crois que j'ai une connerie et ça va me hanter après derrière le podcast. Donc voilà, en tout cas, c'est un monument de la BD américaine. C'est un des premiers creator-owned, entre guillemets, à cette échelle de longévité. C'est souvent considéré aussi comme l'une des premières séries qui a été pensée avec un début, un milieu et une fin. Ce qui est pas si fréquent, creator-owned, en fait, surtout pas à l'époque. Et qui a traversé comme ça le paysage des États-Unis avec tous les éditeurs qui sont venus s'y greffer à un moment donné. C'est réédité en série complète en Amérique si vous avez pas la suite chez Snorgle. Mais ouais, enfin c'est un truc qui a marqué une génération. J'aurais du mal à vous dire si c'est vraiment si bien que ça. Mais la série animée, a priori, va peut-être se faire après au moins 3 ou 4 tentatives depuis 40 ans de transporter ça à Hollywood. Ouais, donc c'est bien. Non, c'est bien Ronald Rotman qui est prod dessus. Tu avais le bon nom. Du côté de la télé aussi, Daredevil Born Again ne serait-elle pas en fait une Daredevil saison 4 qui ne disait pas son nom jusqu'à présent? Il faut savoir que la série a été profondément retravaillée en interne depuis la grève, enfin la pause forcée liée à la grève des scénaristes et des acteurs l'année dernière. On avait appris en octobre que les équipes reprenaient le projet à zéro, hein, pour le dire de façon très brute. Et on sait maintenant, le Hollywood Reporter nous l'a dit, que la production doit redémarrer le lundi, là, 22 janvier 2024. Et il y a plusieurs indices qui nous laissent vraiment à penser que la restructuration, enfin la refonte en interne de Daredevil Born Again, c'est vraiment en fait tout simplement pour refaire Daredevil façon Netflix, puisque d'une part, donc il y a Jeff Snyder, un podcasteur, mais qui est journaliste et oui, qui était un bon scooper d'une certaine époque. Ouais, qui explique en fait que Deborah Ann Woll, qui joue Karen Page, et son collègue qui jouait Foggy Nelson seraient de retour pour la série. Et surtout, par contre, donc ça n'a pas encore été confirmé à l'heure où on enregistre le podcast, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la série va aller récupérer un monsieur qui s'appelle, je vais vous retrouver son nom. Darius Cardapen? Non.
Ah, le coordinateur des cascades. Ouais, c'est ça, Philippe Silvera, qui était donc cascadeur et coordinateur de cascade sur la série Daredevil de Netflix et qui deviendra là donc coordinateur de cascade, mais aussi réalisateur de seconde équipe. Un mec de grand talent. Hein. Et donc, grosso modo, le Zip qui va mettre en boîte les scènes de baston de Daredevil. C'est ça. Et pendant la campagne de promo de Hawkeye, vous avez dû voir qu'ils ont utilisé des images de Daredevil saison 3, là, de la thérapie du Kingpin, où De Hawkeye ou de... De Echo, pardon. De Echo, ouais, n'importe quoi. De Echo, où on voyait donc que Marvel Studios, en tout cas, utilisait les éléments de promo de Daredevil saison 3 pour faire la promo de la série Echo. Et sans rien spoiler, c'est le même Kingpin dans Echo. Oui, et puis surtout que ils ont fait une forme de petit tour de passe-passe de communication en intégrant sur Disney+ dans leur timeline officielle, ce qu'ils appellent maintenant la Sacred Timeline, une appellation qui va vraiment bien me casser les couilles, c'est trop nul. Mais en gros, après des années à... je veux dire 616 comme tout le monde. Oui, et puis après avoir passé des années à snobber l'univers Netflix, en fait, ils ont dit en fait finalement les séries Netflix font bien partie de notre continuité, et en interview Vincent D'Onofrio a dit oui effectivement que c'est à partir du moment où ils ont tout repensé à zéro qu'ils se sont dit en fait finalement on va faire la suite tout à fait. Contrairement à ce que Cox avait dit de son côté quand il était en train de tourner la première version, où il disait c'était un reboot. Ouais, un soft reboot. Un soft reboot. Et on se rappelle aussi qu'à l'époque THR avait dit que John Bernthal allait revenir en Frank Castle. Et c'est confirmé encore. Mais c'était avant la réécriture, et depuis lui on a reparlé. Et vu qu'ils ont ramené Dario Scardapan qui était donc le showrunner de la série Punisher. Tiens, j'ai dit Punisher. Ouais, trop. Ça veut probablement dire effectivement que tout ça, voilà. Donc c'est juste que tout ça est en canon, mais après j'imagine qu'il y a des choses qui vont garder. Les Defenders, je pense pas qu'ils vont les garder. Il pourra faire revenir Christian Ritter encore. Christian Ritter, ouais. Moi, je serais pas contre un petit recast de Luke Cage. Non pas que l'acteur était mauvais, mais il y a mieux à faire. Il a dabé quand même. Hein? Il a dabé dans la saison 2, premier épisode. Moi, j'ai pas regardé après l'épisode 8, la saison 1. Dans la saison 2, il me semble, dans le premier épisode, il fait je sais plus quel truc face à caméra parce qu'il veut poster sur les réseaux, et après avoir tapé je sais plus quoi les gens et tout, il arrive, il fait un dab. Ouais. Et ça, c'est le genre de choses qui vieillit extrêmement mal, quoi. Tu vois, c'est le genre de truc, c'est comme faire le Gangnam Style, tu vois. Ou le Harlem Shake. Tu vois, qui fait encore des Harlem Shake aujourd'hui? Dénoncez-vous. Mais voilà, et puis Finn, ils vont pas le de toute façon, ça, je pense que s'ils feront Iron Fist, il sera asiatique. Parce qu'il se fera accuser d'appropriation culturelle, mes couilles. Et enfin, il y a une vérité là-dedans, mais c'est juste que moi je trouve ça bizarre, mais parce que c'est quand même un personnage qui est connu en comics, puis c'est comme ça. Batman il fait du kung-fu aussi, c'est pas non plus. Mais bref, et surtout dans les comics, ils ont changé Iron Fist, ils ont retiré les pouvoirs à Danny Rand, d'écrire un nouveau personnage qui n'a pas eu droit à une série à lui pour l'instant parce qu'il est pas intéressant. Non. Oui, non, mais c'est les aléas de cette méthode. Il faut assumer, créer de nouveaux personnages et populariser-les. Ça sert à rien de se dire que maintenant les fans de Danny Rand n'auront plus droit à de nouvelles histoires. C'est un peu curieux quand même, je trouve. Mais bref, peu importe. Donc ça, je pense que pour le coup, Finn Jones, c'est out, et probablement Mike Colter aussi, parce que là, c'est compliqué sans spoiler Echo. Il y a une storyline des comics Marvel modernes qui va être utilisée soit avant Born Again, soit pendant Born Again. Et cette storyline se conclut par, sans spoiler, c'est trop du spoil, je sais ce que tu vas dire. D'un personnage qu'on a déjà vu dans les Defenders. Vous verrez plus tard. Mais si jamais ils veulent suivre ce canon-là, il faut un Luke Cage. Donc pour ça, après, cela dit, par rapport au rôle de Fisk, c'est quand même un élément qui a été utilisé, je veux dire, depuis 2016-2017. C'était avec Charles Soule, tu vois, et ça a duré pendant très longtemps. T'as complètement spoilé. Mais non, mais en même temps, Echo, tout est disponible et tout ça. Oui, puis en plus, c'est pas obligé de la regarder, donc au pire, on peut vous dire qu'a priori, il y aura meilleur Fisk quelque part dans l'univers Marvel d'ici les prochains années. Clairement, ils veulent faire de Wilson Fisk le prochain prétendant à la mairie de New York. En plus, franchement, ils arriveraient à se goupiller pour que ça démarre. C'est con, parce qu'avec les retards, je pense que s'ils voulaient aller dans cette direction, si Daredevil Born Again faisait cette histoire-là et que ça sorte en 2024, pour coller avec le fait qu'ils vont vraiment élire aux États-Unis un Wilson Fisk juste en version beaucoup plus bête, ça, tu vois, il y aurait moins charismatique aussi, et beaucoup moins charismatique, c'est sûr. Mais tu vois, du coup, je pense que ça passera. Je pense que Fisk lui défoncerait la gueule à l'autre trou du cul là. Pardon, c'est une pensée personnelle. Mais pour moi, tu vois, dans ce cas-là, bref, tout ça pour dire, oui, Born Again sera dans la saison 4. Ça me paraît évident aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'elle sera aussi bien que les saisons précédentes. Mais voilà, c'est peut-être aussi l'occasion de faire un peu de ménage et de se rappeler justement que s'il y a meilleur Fisk, on remet New York en avant. Alors bon, ils ont Spider-Man, mais ça, je sais même pas quel va être l'avenir de la franchise, très honnêtement. Mais voilà, il faut repeupler New York, du coup. Vu que Moon Knight n'est même plus un héros new-yorkais. Parce qu'ils ont eu cette super idée de
crétin de dire évidemment c'est un héros londonien et rien à voir avec New York et les détectives. Il faut créer de nouveaux personnages qui vont pouvoir habiller un peu cet univers-là. Kristen Ritter, tout le monde en a un bon souvenir, pas forcément de la série, mais son interprétation était très bien. Bonne. Puis elle colle physiquement, elle colle super bien. Mais même Tennant en Purple Man, c'était une super idée. Ouais, en fait, le casting était bon, mais Cottonmouth, putain, la première c'était super bien dans Luke Cage aussi. Oui, c'est vrai. Alors malheureusement, j'ai pas été au-delà de sa mort, parce que quand Diamondback est arrivé, j'étais en mode genre, non, je m'en fous, tu sais pas jouer. Alors que Cottonmouth, avec son rire et tout, il y a vraiment une présence et tout. Donc il y a des éléments, en l'occurrence lui il est mort, mais il y a des éléments à sauvegarder. Peut-être pas tous, mais à mon avis, ils ont créé le spotlight. C'est le moment de faire de nouvelles séries avec ça. Ils l'ont tellement créé à l'arrache quand même, ça me fait trop marrer. Je serais pas étonné non plus si pareil, une nouvelle Electra, ce serait pas étonnant, je pense. Ouais. Ou une folie de mariée. De toute façon, on sera forcément fixé au cours de l'année en cours, puisqu'avec le tournage qui va reprendre et tout ça, on va forcément voir ce nouveau pan d'univers. Apparemment, Echo, ça fonctionne bien. En tout cas, ça a dopé leur vue sur Disney Plus aux États-Unis pour les 2 premières saisons de Daredevil, pour Punisher saison 1 et pour Hawkeye aussi. Là, je pense que les mecs, ils ont quand même fait un sursaut de gap créatif. Ils ont fait qu'est-ce que c'est que cette merde. Et voilà. Mais quand même. Ça a écœuré les gens après. Ouais, c'est ça. Ils ont fait attends, mais non, mais t'imagines, tu regardes les 2 saisons de Daredevil pour dire putain, j'ai bien aimé le fisc. J'aime bien le fisc. J'adore le fisc. J'adore l'URSSAF. Wow. Ah, si tu veux. C'est méga sûr. Ah, je déclarais mes impôts. Me faire taxer de 24,2%, là, ça me fait Putain, il faut que je fasse ma déclaration, là. Mais, ce que je veux dire, tu regardes les 2 saisons de Daredevil, tu fais, ah ouais, putain, Wilson Fisk, de ouf et tout ça, puis paf, tu passes sur la version OK, tu fais, ouais. Ce qui est horrible, c'est que lui, il joue toujours aussi bien, hein. C'est juste la caméra qui est en mode, j'ai pas envie. Comme pour Echo. Ouais, puis même ce qu'on lui donne à faire dans Hawkeye, ça fait pitié, quoi. Et puis même s'ils disent, ouais, mais la chemise hawaïenne, c'est lui qui voulait. C'est un hommage, je sais pas quoi, tout ça. Vas-y, nique ta race, c'est pas, il s'habille en blanc, c'est le Kingpin. Non, mais c'est tout. Non, mais c'est juste même qu'il l'apporte tellement mal. Il a pas du tout. Non, mais en plus, t'as un truc dans Daredevil, il a la même chemise répétée 25 000 fois, c'est tout un rituel et tout. Enfin, bref. Ouais. Mais on va bientôt en parler. De la série Echo et de la série Hawkeye aussi. Dans très peu de temps, il faut qu'on termine ce podcast d'ailleurs. Oui, donc un trailer pour la série Zorro de Prime Video. Zorro. Caballero que aparece por la noche. Tu fais paparayo, Don Diego, si, c'est le capitaine Monastario. Quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enfermé Don... Qu'est-ce qu'il fout avec les clés de mon cheval? Franchement, c'est génial. Donne le papier, merde. Ouais, bon, bref. Donc, que vous êtes bon, Zorro. Je ne supporte pas le mot injustice. Il faut qu'on termine ce podcast. Alors, je vous accompagne. Non, toi, tu restes ici, tu fais la vaisselle et tu laves les toilettes. C'est une injustice. Donc, voilà, sketch de François Pérus sur la série Zorro de Guy Williams. La série Zorro, donc, on rappelle, qu'une production espagnole ça va s'adresser en priorité au marché hispanophone. Même exclusivement, hein, parce que nous, on a, alors c'est ma faute, hein, on s'en est pas aperçu jusqu'à récemment, mais en fait, Prime n'a pas acheté les droits pour la diffusion mondiale, mais précise, parce que Prime ne produit pas la série, il la diffuse, mais précisément pour les marchés hispanophones et lituanophones, je crois qu'on dit. Enfin, les gens qui parlent portugais et brésilien. Donc ça veut dire Espagne, Andorre, Mexique, Amérique du Sud en général, et Brésil, Portugal. Donc nous en France, alors qu'on est un pays frontalier et que la plupart des gens prennent espagnol LV1 au collège, parce que c'est vachement on mérite plus cool pas que l'allemand. Zorro est pas connu en plus en France, personne connaît Zorro, tu vois. Mais tu sais, je me faisais la réflexion, on en avait déjà parlé dans le podcast, mais moi je les lisais les romans du créateur de Zorro dans Folio Jeunesse en France. Enfin, je veux dire la série de Guy Williams justement, enfin avec Guy Williams, elle a bercé des générations entières. Enfin, je veux dire le Zorro moustachu dans les années 90, tout le monde le connaît, Monastario, tout le monde le connaît. C'est super bien cette série d'ailleurs, franchement, je l'ai regardée. Mais sur les commentaires, la news sur Colisog a percé pour le coup, celle-là vraiment. Et t'avais plein de gens aussi qui disent mais pourquoi refaire Zorro maintenant? Qui sait que ça intéresse? Elle a percé parce que le personnage de Zorro est très populaire en France. Peut-être. Et puis même, je veux dire, Batman, Zorro, il y a pas un petit lien qui clique là, enfin. Non. Quoi? Après, c'est aussi peut-être, je sais pas, je trouve il y a un autre diffuseur qui se positionne dessus, hein. Oui. Mais bref, parlons du trailer en l'occurrence, mais je trouve ça quand même très curieux. Ils disent que c'est parce que, vu que la France a son propre projet de série, ils veulent pas forcément cannibaliser. Mais on est littéralement, on est un pays frontalier de l'Espagne, on a des liens avec l'Espagne. Enfin, je suis quand même le pays frontalier de ton pays. Je veux dire, il y a littéralement l'une des 4 tribus, entre guillemets, espagnoles, les Basques, qui courent avec la France aussi, hein. On a une historique commun. En Europe, enfin bref. Mais du coup, elle a l'air bien, la série, sur les visuels, parce que forcément. Parce que si j'en arrive à voir les séries allemandes via Arte, je vois pas pourquoi on n'aurait pas les séries espagnoles. Enfin bref. Elle a l'air sympa. Voilà. Elle a pas l'air bien. Elle a l'air elle a l'air fauchée. Ça, c'est sûr. Mais ils ont quand même envie de se donner un peu les moyens. Le plan avec Zorro au-dessus du feu.
Il y a des explosions, il y a des, Non, mais il y a des. voilà, il y a des costumes, des valeurs de plan qui sont pas dégueux. On va explorer la Californie pré-États-Unis. Bon, Zorro n'a pas de moustache. Ça, c'est personnellement assez grave, je trouve. C'est n'importe quoi. C'est comme quand Deadshot, il a plus de moustache. T'es en mode genre, mais pourquoi? Enfin, il faut toujours qu'il ait une moustache. C'est le principe. Pardon. Ah, là, on te sent que vous avez une colère. Voilà, vous avez une colère incroyable, Corentin. Oui. Les décideurs de la moustache, Arnaud. Mais non, pour le coup, moi, je suis vraiment un très très gros fan de la série avec Guy Williams, que je trouve vraiment formidable. La VF exceptionnelle d'ailleurs, parce que la France sait doubler Zorro. Le film aussi de Martin Campbell, qui était Martin Campbell, qui était merveilleux. Genre le film Zorro, le masque de Zorro, c'est un putain de chef-d'œuvre de blockbuster. C'est le Batman Beyond de Zorro tel qu'il aurait dû être fait pour Batman. Et très honnêtement, voilà, je vois cette série, je me dis c'est une prod européenne, ils ont pas les moyens d'Hollywood, mais quelque part c'est leur culture à eux. Zorro, c'est un espagnol, c'est un Hidalgo, c'est un gentleman espagnol qui vient de, oui, c'est ça, Hidalgo, c'est pas juste la maire de Paris, qui vient donc qui grandit en Californie, qui va en Espagne pour faire ses études, qui revient, il trouve le pays à feu et à sang, par un dictateur qui sera soit un commandant de l'armée, soit un procureur, soit machin, etc. Et ben là, franchement, je trouve qu'ils ont l'air de viser assez large. On voit les tribus amérindiennes, on voit la place de l'église qui collabore régulièrement avec Zorro. Il y a l'air d'avoir des scènes de baston, des scènes d'épée, des cavalcades à cheval, le plan signature où il est dans le lointain, où il se met le chapeau avec le cheval qui se cabre et tout. Voilà, ça ressemble à du Zorro, quoi. Et bah, il y a moyen que ce soit mieux branlé que la série avec Dujardin, qui a quand même l'âge de Dujardin, qui probablement fera les trucs de Dujardin. Voilà, c'est au moins authentique. Je signe toujours mon nom à la pointe de l'épée. Après, moi, si genre Alain, qui a écrit la série au service de la France et les films de OSS 117 veut faire une série Zorro avec Dujardin, je suis client. Il y a moyen de se marrer. Comme on le sait, c'est facile à parodier. Zorro, Pérus l'a bien montré. Mais bon, voilà, je trouve que ça a l'air plus authentique que ce qu'on aura en France. Ouais. En plus, les blockbusters d'action à la française. Seul reproche que j'ai à faire sur ces images, c'est vraiment ce côté un peu trop lisse de l'image où on disait très numérique. Très numérique en fait. Où je me dis aussi, mais que ça a l'air. Je trouve que c'est pas bien éclairé parce que les images ont l'air en même temps ternes, parce que ça manque de contraste. Et en même temps, c'est aussi trop éclairé parce que je trouve que Zorro est pas assez. Les noirs sont pas assez profonds. Et je me dis, mais faites des sur Photoshop là, je sais pas quoi, juste faites le contraste un peu les plus filtres, poussé, c'est facile à faire. Les filtres, tu vois. Moi qui travaille sur le logiciel Avid, je peux te dire que c'est très facile à faire. Mais même tu vois, pour juste que ça ait plus une gueule plus prononcée de. Les costumes font neuf. On dirait qu'ils les ont achetés le matin avant d'aller tourner, tu vois. C'est chiant d'avoir ça. On le sait depuis la série Deadwood de HBO. Juste, tu vieillis, t'étais ça. À l'époque du Far West, les mecs, ils avaient pas un pressing et un fer à repasser pour tous les jours, quoi. C'est ça. Et puis tu sais, il y avait dans Deadwood, par exemple, qui est une série de western, du coup, si vous l'avez pas vu, il y a les mecs, ils ont de la transpiration sous les bras, ils sont dégueulasses, ils ont des chicots pourris. Ça se fait en 30 secondes. C'est un peu dommage, je suis d'accord. Mais en même temps, voilà, enfin, c'est une série Zorro. Ça s'adresse probablement plutôt à un public un peu plus jeune ou qui est moins sérivore. Et puis c'est ambitieux de se dire que, voilà, comme nous en France, justement, on veut faire des productions un peu plus cotées pour la série télé. Parce que maintenant, c'est un terrain de blockbuster, la série télé. En fait, aux États-Unis, ils nous ont appris que, Mandalorian, voilà, ça y est, on peut faire du Star Wars en série télé qui a une gueule. Enfin, c'est pas très joli, mais c'est faisable au niveau effets spéciaux. The Witcher, toutes ces grosses productions. Et nous, en France, on est encore là avec nos séries de détectives quarantenaires qui font rêver les ménagères et les grands-mères. Non, t'exagères. Il y a des séries Canal qui ont quand même vachement. Les séries Canal, c'est le seul contre-exemple. Enfin, oui, les séries Canal, carrément. On est d'accord. Mais depuis longtemps, en plus, les Borgia, c'était bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre de bien comme série Canal? Je suis en train de me poser la question. Enfin, il y a plein de bonnes séries Canal qui étaient un peu le HBO français à une époque. Mais genre les séries France 3, les séries France, parce que c'est une série France Télévisions, la série Zorro. Les séries France Télévisions, c'est quand même vachement des polars dans un village français ou des trucs qui vont reprendre Agatha Christie ou Maupassant et compagnie, tu vois. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien, mais. Ce qui veut pas dire que c'est pas bien. Et les séries espagnoles, alors j'y connais pas grand chose. Il y a une série récemment qui est passée sur France 2, je crois, sur une affaire de viol, je sais pas quoi, qui apparemment est ouf en termes d'intensité dans la narration et de ce que ça raconte du système judiciaire et tout ça, quoi. Mais que j'aurais plus le nom en tête, mais je l'ai vu beaucoup circuler. Moi, je serais pas contre, tu vois, pareil, Alexandre Aja qui viendrait faire une série sur le Nyctalope en France, tu vois. Il y a des trucs à faire. Hein. Parce qu'on a une expertise aussi sur plein de sujets, notamment le cinéma d'horreur. Mais bref, tout ça pour dire que, en tout cas, pour une prod européenne, avec les moyens qu'ils ont, bah voilà, de toute façon, on aura l'embarras du choix, parce que dans 2 ans, il y aura une série des Zorro sur Disney+, une série Zorro sur France Télévisions, et la série Zorro, si elle est maintenue en Espagne, voilà, enfin, au moins Zorro se porte bien, et après quand même bien 15 ans d'absence, de 20 ans. De disette, d'absence complète. Pour les fans, c'est cool. Peut-être que ça inspirera de nouveaux comics comme celui de Sean Murphy.
Qui arrivera sûrement Voilà. en France aussi, clairement. Donc ouais, non, moi j'aime bien Zorro. Voilà, c'est mon argument. Très bien, Corentin. Et on va terminer avec la partie cinéma avec une unique annonce, enfin une unique actualité à discuter. Channing Tatum qui visiblement nous explique que le projet d'adapter The Max, ça, c'est toujours en cours. Ouais, et donc c'est juste une petite update parce qu'effectivement c'est pas nouveau, mais ils en avaient parlé fin 2019 en fait, via sa boîte de production Free Production, je crois que ça s'appelle. Bref, c'est la boîte qui a fait les Magic Mike aussi, enfin qui fait la plupart des films de Tatum. D'ailleurs Magic Mike 1, très bon film, matez-le si vous voulez. Qui donc lui en fait est un fan de la série animée The Max. Arnaud, tu veux présenter The Max ou je le fais D'accord. Bon, The Max, pour résumer, c'est une série qui est très particulière, assez noire et en même temps assez gaguesque. C'est un mélange qui est vraiment unique et qui est propre en fait à Sam Keith, qui est un mec très particulier. C'est l'histoire en fait d'une assistante sociale qui s'appelle Julie, qui est une jeune femme d'entre 20 et 30 ans, qui en fait a été agressée quand elle était gosse, enfin violée quand elle était gosse par un mec qui s'appelle Mister Dark, je crois. Et en fait, lui, il a des pouvoirs télépathiques. Et il réapparaît dans le quotidien de Julie quand elle est adulte. Et elle, pour survivre à son agression, on t'explique que dans cet univers-là, en fait, les gens, ils ont tous un inconscient qui s'appelle l'Outback. Et que tous les inconscients des personnes traumatisées est fédéré par cette espèce de même terre. L'Outback, le nom qu'on donne à la partie sauvage de l'Australie. Parce que c'est un monde vraiment qui est concret, qui est tangible, qui existe quelque part, tu vois. Et c'est vraiment un monde sauvage. Un peu façon Conan le barbare, tu vois. Et en fait, dans ce monde-là, Julie, elle s'est inventé un ami imaginaire, un protecteur, qui s'appelle The Max, et qui est un personnage qui est en fait une sorte de parodie des structures corporelles des personnages des années 90. Des héros à la Spawn et tout. C'est-à-dire qu'il est très musclé, très trapu, il a des mains qui ont des griffes un peu ridicules, et il a toujours une sorte de grimace mécontente et un regard méchant. Donc, c'est une sorte de parodie des comics musclés des années 90, embarqué dans une série super noire, qui te parle justement de survivre à un viol, de la vie urbaine des années 90 dans les quartiers très sombres, justement à la Spawn, parce qu'il y a vraiment à côté, la moindre rue est une zone de danger potentiel. Ça ressemble un peu à du McFarlane, même parfois au niveau du coup de crayon, dans le sens où c'est assez toon, tu vois, il y a des exagérations des yeux et tout. Et donc on va suivre un petit peu comment en fait le Max se manifeste à travers plusieurs personnages traumatisés, parce qu'il y a pas que Julie, pour les protéger en fait des créatures négatives de l'Outback et des violeurs. Voilà. Et donc ça a été fait en série animée sur MTV. Je crois que ça se trouve gratuitement sur YouTube aujourd'hui. Et en plus c'est assez intéressant parce que c'est vraiment du motion comics. C'est pas une série animée où on a pris un designer qui a refait des personnages et qui a adapté les planches de Sam Keith. C'est vraiment les planches de Sam Keith qu'on a mis en mouvement. En fait, on a fait des petits effets pour que Julie ait l'air de se déplacer dans l'espace et tout. Mais en vérité, c'est vraiment les planches en case par case. Et Tatum, en fait, il a grandi avec ça. Il dit, je suis très fan de la série animée. Je la regardais en cachette parce que mes parents, ils voulaient pas que je regarde ça. C'était pour adultes et tout. Ça a toujours été un rêve d'adapter The Max. Donc, il met les droits en 2019. Et après, la pandémie de Covid arrive, tout ce que ça suscite pour l'industrie. Lui, il est occupé à faire d'autres trucs, notamment Magic Mike XXL, là. Puis d'autres, parce qu'il est très occupé de Channing Tatum. Et là, donc, il a annoncé récemment que le projet était toujours en cours et que ça l'intéressait vraiment de le faire. En parallèle de quoi, des scoopers beaucoup moins fiables que Jeff Snyder, notamment Monsieur Richtman, mais qui tombait pas mal juste parfois, là, récemment, il a dû trouver une nouvelle source, ou une vraie source, il a trouvé une source, en fait, faire son travail pour changer, a dit que le projet, en fait, allait avancer chez Columbia, donc chez Sony. Et que la réalisatrice, malheureusement, là, je vais plus avoir le nom en tête, une réalisatrice qui avait travaillé sur une série HBO sur des jeunes skateuses, et qui avait fait un film adapté de cette série. Là, je suis désolé, je sais que c'est un peu obscur pour vous, mais voilà. Avait été embauché pour écrire le script et réaliser le film. Donc un point de vue féminin sur un univers comme celui-là, c'est évidemment une bonne chose, hein, parce que je dis pas que ça a mal vieilli, The Max, très honnêtement, c'est pas du tout des problématiques à mon sens. Donc rappelle que c'est disponible en VF aux éditions Réflexion. Oui, depuis peu, effectivement. Il y a 2-3 tomes. 2, je crois. 2, ouais. Pour l'instant. C'est particulier à lire, hein, vraiment, sachez dans quoi vous vous engagez, parce que c'est pas que ce soit difficile, ou que ce soit anormalement bizarre, c'est juste que c'est unique. Il y a vraiment que Sam Keith qui fait ça, tu vois. Donc moi je suis assez content. J'avoue, je préférerais évidemment un film d'animation, mais quelque part on a la série qui est déjà une bonne adaptation puisque c'est du case par case. Assez curieux quand même de voir comment Hollywood va se dépêtrer de The Max. Et là je vous incite à le lire parce que c'est un monument de la culture bande dessinée américaine. C'est un truc qui est assez particulier. C'est même l'une des premières séries Image Comics des outsiders entre guillemets, parce qu'à l'époque Image avait été fondée par les pères fondateurs, donc les 6 membres originaux, qui faisaient leurs personnages et leurs séries.
Et en fait, rapidement, il y a 2 mecs qui sont arrivés, qui étaient Kurt Busiek et Sam Keefe, et qui ont été autorisés à faire des séries, en fait, chez Image, donc Astro City d'un côté et The Max de l'autre. Et c'est là qu'a commencé, en fait, l'idée qu'on pouvait accueillir des gens chez Image Comics pour faire des créations originales en leur laissant toute licence pour inventer de nouveaux héros. Donc c'est même un monument à l'échelle de l'édition américaine. Et honnêtement, je sais vraiment pas comment est-ce que Tatum a réussi à convaincre Columbia, si c'est le cas, de faire ce film, parce que le moins de producteurs qui tombent là-dessus, si les mecs qui sont frileux par rapport au côté oh là là, l'intelligence suprême, il faut pas la montrer en gros monstre vert, il faut prendre un net béning parce que les gens ils vont décrocher. Là quand même on est sur un autre niveau de Zarbi. Et pour conclure, il y a aussi un petit crossover qui est très sympathique entre The Max et Batman, qui s'appelle Arkham Dreams, qui justement montre bien le côté onirique et un peu psyché fracturé du personnage dans le présent aussi, et qui est très cool. Je pense pas que ça a été édité en VF, mais si vous pouvez le trouver, c'est vachement bien. Et je pense même pas que ce soit réédité en V aussi, parce que les politiques, c'est ce que je disais par rapport à Spidey et Photonic en début de podcast, ça a quand même bien changé. Cette époque où justement, on s'autorisait à faire des crossovers de personnages. Là, c'est chez IDW, The Max, qui récupère plein de trucs. IDW, ils sont assez marrants. Ouais. Et ben voilà, on en a terminé avec ce podcast, donc c'est cool. On espère que ça vous a plu, comme d'habitude, que vous avez appris plein de trucs. Et sinon, si vous n'avez rien appris, bravo, c'est-à-dire que vous êtes à fond aussi. Si l'émission vous plaît, on vous le dit, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, faire tout ça, en parler autour de vous, c'est important. Il faut que le podcast existe aussi et puisse agrandir sa base d'écoute, et ça ne se fera qu'avec vous, avec votre soutien, et on vous en remercie. Vous avez également le Tipeee qui est ouvert, et on espère tout simplement que vous serez là pour les prochains podcast, puisque en ce début d'année, on peut déjà vous dire que ça va être intense, notamment toute la période FIBD, post-FIBD, avec plein d'interviews qui vont arriver, forcément. On imagine que vous n'aurez pas tout le temps d'écouter, mais on espère que parmi toutes les interviews qu'il y aura, il y en aura certaines qui vous passionneront aussi, qui vous intéresseront. Et si vous arrivez à tout écouter, vous êtes des chefs, bravo à vous. Merci, et à bientôt pour le prochain podcast. Salut! Zorro, 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 Zorro.